Donc aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir, dans notre séminaire continuité, discontinuité de Horizon des littératures hispanistes, Marion Gautreau, qui est maître de conférence à l'université Toulouse-Jean Jaurès. Je vais donner ton titre: Héritage et intericonicité dans la photographie de presse mexicaine au XXe siècle. Parce que la particularité aussi de Marion, c'est qu'elle est spécialiste de la photo. Et vous vous dites, mais photo, comment est-ce que ça se travaille avec continuité, discontinuité? Je suis bien en peine de vous le dire, d'où ma curiosité extrême sur cette affaire. Marion, à toi. Merci beaucoup, Caroline, pour cette invitation. Un peu surprenante, certes. Alors, j'espère que je vais capter votre attention sur la photographie puisque vous n'allez pas entendre parler littérature aujourd'hui. Et moi, de mon côté, je suis assez curieuse de voir dans les questions après, qu'est-ce que ça suscite comme interrogation par rapport à toutes ces interrogations sur les continuités, les discontinuités que vous avez pu avoir dans le séminaire. Donc, voilà, ça va être un positionnement très différent pour vous, puisque on va exclusivement voir des photographies. Je pense qu'il y a quand même des similitudes sur les questions d'héritage, de transmission, de modèles et de rupture. Alors moi, ce qu'il y a aussi, c'est que j'ai assisté à aucun de vos séminaires. J'en ai écouté quelques-uns pour préparer ma présentation, mais je voilà, je ne sais pas trop si on travaille de la même façon ou si on se pose les questions de la même façon. C'est intéressant pour moi aussi de participer à ce séminaire parce que, avec cette question, parce que c'est des questions qu'on se pose en photographie, mais je crois que je ne m'étais pas forcément arrêtée à cette question des héritages de façon très posée. Donc là, ça m'a permis un petit peu de réfléchir à mon travail avec ces concepts en tête, notamment de modèles et plutôt de modèles et d'héritage. Donc la principale, on va dire, question qui va nous occuper aujourd'hui, c'est celle à la fois de l'héritage, comme j'ai mis dans le titre, c'est-à-dire comment est-ce que les générations de photographes se succèdent et empruntent donc à des modèles photographiques, soit à des personnes, soit à des, on va dire, à des imageries, à des iconographies. Et on va aussi s'intéresser à la question des photographies iconiques, même si j'en ai pas mis beaucoup. Comment est-ce que certaines photographies donc, deviennent des icônes et sont ensuite des modèles visuels pour un pays tout entier, dans le cas du Mexique, et au concept d'intericonicité qui fait écho au concept d'intertextualité. Comment est-ce que des images se répondent? Donc je pense que malgré tout, il y a sans doute plus de convergence qu'il n'y paraît entre les continuités et les discontinuités en littérature et les continuités et les discontinuités en photographie. Comme vous allez le voir au long de la présentation, j'ai décidé de travailler plutôt sur les continuités que sur les ruptures parce que, bon, déjà, c'est-à-dire que peut-être que je me trompe, mais je pense que je parle à un public assez peu connaisseur de la photographie mexicaine. Donc déjà, je vais essayer de vous montrer quelques petits aspects de la photographie mexicaine par rapport au sujet que moi je travaille, enfin aux objets surtout que moi je travaille. Et déjà, comme ça me paraît difficile en 45 minutes ou 1 heure de vous donner un panorama un peu complet qui vous permette de faire un peu des liens entre des photographies. Donc, je me suis dit que c'était plus simple de rester sur les continuités et de ne pas aborder la question des ruptures, mais on pourra peut-être en parler ensuite au moment du débat. C'est un panorama sur le long terme, on va dire du début du XXe siècle jusqu'à la fin du XXe siècle. Je reste sur le XXe siècle, qui est le siècle que moi je travaille, mais forcément, c'est quand même un temps long. Et donc, sur ce temps long, alors moi, ça me donne la sensation de survoler un petit peu la question en 45 minutes parce que ben, j'aborde quand même, voilà, j'ai pas choisi d'aborder un photographe ou juste un événement ou juste une période. J'essaye de faire un peu des liens entre la première moitié et la deuxième moitié du XXe siècle. C'est ensuite de la photographie de presque quasi exclusivement, même si on va avoir quelques photographes, quelques images de photographes artistes, mais et je vais commencer par présenter mes recherches. Donc, moi, je travaille sur la photographie en lien avec la presse et des questions historiques, politiques et sociales, comme vous allez le voir. Donc, on va rester plutôt dans ce champ-là.
Et donc, l'idée aussi, c'est vraiment de partir des images, donc de partir des images, du contenu des images, de la composition des images pour essayer de travailler les continuités et les discontinuités. Donc, je vais faire une présentation en 3 parties. Une première qui présente les différentes étapes de ma recherche, mais qui va poser déjà des questions aussi d'intericonicité et de rapport entre les photographies. Ensuite, une deuxième partie sur les héritages et ce que j'appelle entre guillemets une école de la transmission photographique au Mexique. Et enfin, pour terminer, quelque chose d'un peu plus court avec 2 exemples d'intericonicité sur le motif révolutionnaire et sur le motif, on va dire, entre guillemets, des populations défavorisées. Donc, j'ai 2 grandes étapes de recherche, on va dire. J'ai d'abord travaillé pendant une dizaine d'années sur la Révolution mexicaine. Et donc, la Révolution mexicaine dans la presse illustrée de Mexico, oui, un autre point important, c'est que là, on va voir des photographies exclusivement, pas exclusivement, mais principalement prises et publiées par des photographes de la capitale dans des revues ou des journaux de la capitale. Donc ça a son importance aussi. Et la question pourrait être très différente si on parlait de la presse régionale ou de la presse de province au Mexique. Voilà, moi, je travaille sur des journalistes, des photojournalistes de la capitale et des photographes de presse de la capitale pendant la Révolution mexicaine. Donc, tout d'abord, cette première étape sur la Révolution, que j'ai travaillé à la fois dans la presse illustrée de Mexico, puis dans la presse illustrée internationale, puis dans les littératures de jeunesse. Donc ça, c'est pour voir déjà comment ça se... Il y a des déclinaisons. Et la deuxième étape de ma recherche, qui a commencé il y a environ 7-8 ans, c'est une étape postérieure, donc sur le photojournalisme au Mexique dans la deuxième moitié du XXe siècle. Et dans le cadre de cette question, je travaille sur les archives d'une photojournaliste en particulier que je vous présenterai un peu plus tard. Donc tout d'abord, la Révolution mexicaine dans la presse illustrée. Et comme vous allez voir, donc ça c'était mon sujet de doctorat que j'ai ensuite développé après la fin du doctorat dans divers articles et avec diverses ramifications. Mais comme vous allez voir, c'est assez intéressant pour moi l'idée de continuité-discontinuité parce que c'est quelque chose qui sous-tendait quand même mon questionnement, ma problématique de thèse, puisque j'ai décidé de travailler la Révolution sur un temps relativement long, sur 30 ans. Donc la Révolution mexicaine, bon, j'imagine que vous le savez, mais elle se termine en 1917 ou 1920, ça dépend un petit peu des historiens. On va dire que la lutte armée continue en gros jusqu'en 1920, et on considère qu'à partir de 1920, on rentre dans ce qui est la post-révolution. Voilà, les années de la post-révolution, c'est les années 20, les années 30, et selon les historiens aussi, ça peut se prolonger très longtemps, voire jusqu'à aujourd'hui. Donc, le principe de ma recherche, c'était de travailler d'abord le corpus réalisé pendant la lutte armée, donc entre la décennie de 1910, puis ensuite travailler le corpus dans sa réutilisation pendant la post-révolution. Et donc, le questionnement qui sous-tendait ça, c'était à la fois le concept de décantation photographique et le concept d'iconisation photographique. Donc, décantation dans le sens où, si vous voulez, la problématique initiale de ma thèse, c'était comprendre comment est-ce qu'un petit corpus d'images avait traversé le temps et à partir de quel corpus initial s'était formé ce petit corpus d'images. Puisque encore aujourd'hui au Mexique, il y a, on va dire, une dizaine, une quinzaine de photographies de la Révolution mexicaine qui sont extrêmement connues et qui circulent beaucoup, que ce soit pour décorer des bars, que ce soit dans des goodies, entre guillemets, liés à la Révolution mexicaine, que ce soit pour illustrer, enfin, pour des affiches liées à des expositions. Enfin, bon, donc, et je me demandais comment est-ce que certaines photographies étaient arrivées jusque-là, avaient survécu, on va dire, au siècle, et surtout, quelle place elles occupaient dans un corpus initial qui est énorme. On parle de centaines de milliers de photographies. Hein, de la Révolution mexicaine, c'est une guerre qui a été extrêmement photographiée par des photographes mexicains et des photographes étrangers. Et donc, j'ai d'abord essayé de faire un petit peu un état des lieux de cette représentation au cours de la guerre et ensuite de comprendre comment les revues mexicaines, j'ai travaillé exclusivement sur des revues parce que
sinon j'avais un corpus trop grand. Comment est-ce que les revues reprenaient déjà certaines photographies dans les années 20 et dans les années 30 et avec quel discours et comment est-ce qu'on pouvait voir que certaines photographies ou certains événements commençaient à être privilégiés. Donc là, je travaillais justement déjà cette question d'une continuité, enfin d'une reprise des images et d'une pérennité des images associées à un certain type de discours politique en général. Donc là, euh, ça c'est un exemple j'ai choisi un petit peu des, des exemples de pages de revues illustrées que je travaille en tant que page, c'est-à-dire que j'étais attachée à travailler pas exclusivement la photographie, mais à travailler la photographie dans son insertion dans la page avec les titres, les légendes et puis éventuellement des articles qui apparaissaient à chaque fois. Donc là, ce qui est intéressant pendant la Révolution mexicaine, c'est qu'on a une couverture photographique au jour le jour, avec énormément de photographes qui sont dépêchés sur les lieux de bataille, hein, des photographes de la ville de Mexico qui voyagent, ou des photographes qui sont sur place et qui ensuite envoient leurs photographies aux journaux et aux revues de la capitale aussi, pas seulement. Et on a une couverture on va dire, très classique, entre guillemets, de la guerre, enfin ce qui va devenir une couverture très classique de la guerre au cours du XXe siècle, c'est-à-dire qu'on a un peu de tout. On peut avoir comme ici des portraits de groupe, donc avec deux personnages très connus, qui est Francisco Madero, le premier révolutionnaire, premier chef révolutionnaire au centre de la photographie en haut, et Francisco Villa, dont vous avez toutes entendu parler, au centre de la deuxième photographie, donc des portraits de groupe. Mais ce qui est intéressant aussi par rapport, et notamment par rapport à la presse que j'ai travaillée, puisque c'était une presse hebdomadaire, donc une presse réservée quand même à une élite de la capitale en raison de son prix et en raison des thématiques qui étaient abordées, c'est que tout d'un coup, une révolution qui est quand même menée, euh, alors enfin menée, qui est quand même, où les personnes qui vont se battre sont quand même globalement des personnes de classe populaire ou défavorisées. Cette photographie avec ces hommes issus de ces classes populaires et défavorisées qui n'avaient jamais leur place dans la presse illustrée vont faire irruption et vont occuper les pages des revues et des journaux pendant une dizaine d'années. Donc ensuite, on a d'autres types de couvertures. C'est par exemple situer les lieux des batailles. Donc ici, Zacatecas par exemple, et des recherche de mise en page, puisqu'on parle quand même d'une photographie qui est encore... alors, on peut faire de la photographie instantanée en 1910, mais on travaille quand même encore beaucoup à la plaque de verre. Et donc, c'est un temps d'exposition qui est très long, c'est un temps de développement qui est assez long aussi, c'est des plaques de verre qui sont très lourdes. Donc, ça rend très difficile encore la prise de vue pendant les combats. Ça rend très difficile encore la prise de vue dans des conditions, on va dire, un peu extrêmes. Bon, nous, on est très habitués maintenant à la photographie de guerre, au photoreportage de guerre, qui a pu commencer davantage dans les années 30 grâce au développement des techniques de pellicules en nitrate de cellulose qui sont plus transportables, plus légères. Donc là, ils essayent de trouver des techniques pour mettre en scène, on va dire, les combats sans avoir réellement de photographie de combat. Donc là, il y a à la fois une mise en page photographique qui fait penser à quelque chose d'un peu chaotique. On peut avoir des photographies où on a des cadavres, on a éventuellement des photographies avec des troupes. Et tout ça, quand on les agrège, ça forme une sorte de récit du combat ou du récit de la bataille qu'on n'arrive pas encore véritablement à capter en photographie. Un autre exemple donc de la illustration sémanale avec Emiliano Zapata dont on va parler à plusieurs reprises aujourd'hui et qui est désigné, donc ça sera aussi intéressant par rapport au discours, qui est pendant la guerre, Emiliano Zapata est considéré comme un bandit. Donc aujourd'hui, c'est quand même le héros révolutionnaire mexicain par excellence et qui ne référence pas uniquement au Mexique, mais au niveau international. Il a quand même été dénigré globalement par la presse tout au long de la Révolution, de 1910 à 1919, jusqu'à son assassinat. Et tout le discours était d'associer Zapata, par exemple, à des pillages, des destructions, comme ici, dans cette double page de la illustration sémanale. Donc, on va voir ensuite comment est-ce que cette photographie a pu être reprise avec un discours
bien plus positif et comment est-ce que la même photographie, donc ça c'est ce qui est intéressant aussi en photographie, c'est que l'utilisation des images est associée à des discours qui sont vraiment changeants au cours du temps et qui, notamment dans le cas de la Révolution, vont s'adapter aux changements politiques, à l'évolution politique du régime mexicain. Mais toujours avec l'utilisation des mêmes photographies, puisque après la fin de la lutte armée, on dispose d'un corpus qui est figé, c'est-à-dire que dès qu'on veut faire référence visuellement à la Révolution mexicaine, on est obligé de puiser dans ce corpus et on peut pas, enfin, on peut inventer de nouvelles images, mais en retravaillant un corpus photographique existant. Donc ça, c'est l'exemple de Jueves Excelsior. Donc là, on a aussi un traitement qui arrive donc pendant la post-révolution. Là, on est dans les années 1927 et on commence à voir des espèces de synthèses photographiques qui reprennent un certain nombre de clichés et dans le cas précis, sur la question plutôt du peuple anonyme, non? Donc alors le titre c'est Las Bravas Mujeres de la Revolución, mais en même temps elles sont associées quand même sur les deux photographies là, qui sont découpées en premier plan. Elles sont associées donc au Juan, qui est ce soldat anonyme qui a fondé la Révolution. Et là, on commence à avoir, par exemple, et ça m'intéresse pour ce dont je vais vous parler plus tard sur la deuxième moitié du XXe siècle, on commence à avoir une mise en valeur de personnages, on va dire, qui font partie du peuple et qui ne font pas partie de l'élite, et qui ont participé à cet effort de guerre et qui sont représentatifs de cet effort de guerre, puisque donc ce sont les soldats anonymes qui ont fait la révolution et ils ont été épaulés par las Bravas Mujeres, qu'on appelait las soldaderas, qui parfois étaient combattantes, mais qui la plupart du temps s'occupaient de toute la logistique de guerre qui n'était pas assurée par les armées révolutionnaires, mais qui était assurée par les FAP, c'est-à-dire monter les campements, tenir les campements, ravitailler, faire la cuisine, être vraiment sur la logistique quotidienne des combats. Donc là, on est toujours, j'ai oublié de mettre la date, mais on est toujours dans la post-révolution. On a Zapata qui réapparaît, donc avec ce titre Morelos, Zapata y Cárdenas. Et là, c'est intéressant par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, à la figure de Zapata considéré comme le chef des hordes qui faisait des pillages et tout ça. Zapata est au contraire inséré dans ce qu'ils appellent donc la trilogia del agrarismo. Et là, il est inséré dans une continuité historique, donc depuis Morelos, donc un des héros de la guerre d'indépendance du début du 19e siècle, jusqu'à Cárdenas, qui est donc, au moment où est publiée cette page, président de la République mexicaine entre 34 et 40, et le plus grand défenseur de la réforme agraire issue de la Révolution mexicaine, enfin Cárdenas, le président qui a réussi à appliquer, on va dire, le plus profondément cette réforme agraire. Et là, Zapata est inséré dans cette trilogie de l'agrarisme de façon extrêmement positive, hein, et on observe la récupération de ce personnage qui avait été, on va dire, maltraité, entre guillemets, ou pour faire vite, pendant la Révolution, comme c'est un héros qui a été fabriqué par les dirigeants de la post-révolution, puisqu'il incarnait certaines des valeurs qui avaient été inscrites dans la Constitution de 1917, et notamment la question de la réforme agraire et de la restitution éventuelle des terres aux paysans, ou en tout cas la constitution d'ejidos et de terres communales, et la possibilité pour les paysans de travailler et de vivre de la production de leur propre terre. Donc, les mêmes photographies qui avaient été utilisées pendant la Révolution pour incarner le mal, en quelque sorte, et incarner l'opposition aux différents gouvernements pendant la Révolution, devient ce mythe. Et avec les mêmes portraits de Zapata, on arrive donc à la mythification du personnage qui va se poursuivre hein, tout au long du XXe siècle et qui existe encore aujourd'hui, comme je vais vous le montrer avec des photos un peu plus tardives. Alors, après avoir travaillé donc, cette question de la révolution pendant la lutte armée et pendant la post-révolution, j'ai fait un travail sur la révolution mexicaine dans la presse illustrée internationale pendant la période de la lutte armée et dans divers pays. Donc, j'ai travaillé sur la presse française, allemande, espagnole, britannique, états-unienne et donc en lien avec la presse mexicaine. Donc,
Ça, alors il y a le corpus est bien moins important, hein, parce que la Révolution mexicaine était pas un sujet particulièrement prégnant à l'international, hormis aux États-Unis. Donc les États-Unis étaient quand même assez préoccupés par la question pour des raisons évidentes géographiques, enfin, de proximité géographique. Et comme la plupart des combats se déroulaient dans le nord du Mexique, il y avait quand même toujours cette inquiétude de l'éventuel, on va dire, transmission de la guerre au sud des États-Unis. Donc les États-Unis couvraient quand même largement la révolution mexicaine. En revanche, les presses européennes voyaient ça de très très loin et voyaient ça avec un œil extrêmement exotisant. Donc ça, bon, c'est un point de vue assez différent et assez intéressant. Là, on a, dans The New York Times, on a un exemple de couverture qui peut être assez similaire aux couvertures mexicaines, c'est-à-dire assez factuelle, avec un récit, une narration photographique qui est faite par la mise en page et une sélection de plusieurs photographies. Et on a des traitements qui sont un petit peu différents. Donc ici, l'exemple du miroir du 7 juin 1914, qui fait la couverture quand même, hein, de la revue Le Miroir, avec le général Carranza, donc, qui est celui qui a fini par devenir président en 1917 et qui a été l'artisan de la nouvelle constitution en particulier. Donc là, on reste sur quelque chose d'assez factuel. Le général Carranza en campagne, en juin 1914, c'est effectivement le principal général en campagne. Et puis, on va avoir des réutilisations, là c'est 1916, j'ai pas mis la date, dans la revue J'ai vu, où on commence à avoir des compositions aussi qui font des sortes de synthèse photographique de la Révolution mexicaine, même si c'est pour parler d'un sujet un peu précis. Est-ce la guerre entre les États-Unis et le Mexique? Je ne sais pas si vous savez, mais en 1916, Francisco Villa a fait une incursion en territoire états-unien et on a cru que ça allait provoquer une guerre entre les deux pays. Avec ce portrait de Francisco Villa, qui est un des portraits iconiques de la Révolution et qui va être réutilisé à maintes et maintes reprises. Ou enfin, de l'Illustrated London News, donc en mars 1913, cette double page qui va nous rappeler des motifs plutôt paysagers aussi, qu'on va étudier qu'on va regarder par la suite. Donc avec une association à la fois d'un paysage qu'on peut associer au Mexique, notamment avec le figuier de Barbarie en premier plan, et ce groupe de rurales et le train qui sont également, on va dire, voilà, les chapeaux mexicains, les révolutionnaires à cheval, le train, les cactus, tout ça. On a une sorte de synthèse, on va dire, du Mexique qui vient de très très loin et dont je vais essayer aussi de parler un petit peu après. Donc ça, c'était la deuxième partie, on va dire, de ma recherche liée à la Révolution mexicaine. Et la troisième, j'ai fait une incursion dans la littérature de jeunesse qui n'est pas, c'est un corpus encore moindre. Il n'y a pas énormément de livres pour enfants ou pour jeunes consacrés à la Révolution mexicaine et de livres illustrés, hein. Et là, brièvement, on revoit dans ce corpus une réappropriation et un détournement de certaines photographies de la Révolution mexicaine pour des projets qui sont des projets pédagogiques et notamment une hybridation de ces photographies avec les arts plastiques. Là, c'est assez discret, on va dire, sur cette couverture. Ça devient un petit peu plus évident avec le livre Emiliano Zapata, Como lo vieron los zapatistas, qui est un travail plastique et artistique où on a des réutilisations de morceaux de portraits de Zapata qui vont être insérés dans ce qui est plutôt du collage tout au long du livre. Donc, ce que j'essaye de montrer avec ça, c'est qu'aussi, il y a une grande liberté dans l'utilisation des photographies de la Révolution mexicaine, et notamment des héros de la Révolution mexicaine. Il y a une grande liberté dans les arts plastiques. Donc là, je vais pas en parler, mais c'est tout un sujet, hein. Enfin, c'est-à-dire les arts plastiques mexicains et la réutilisation de portraits ou de photographies de la Révolution mexicaine dans le muralisme, par exemple, mais par d'autres artistes peintres tout au long du XXe siècle, voire du XXIe siècle. Il y a une filiation évidente et un héritage évident de cette photographie et ensuite, enfin, c'est une imagerie qui est complètement, dont se réapproprie complètement les peintres, et pas seulement, ça peut aussi être des sculptures, enfin, il y a tout un tas de choses qui vont détourner ces photographies
pour questionner souvent pour des questionnements politiques, hein, pour questionner le régime en place et questionner le régime issu de la révolution mexicaine. Donc ça, c'était pour la partie, on va dire, première moitié du XXe siècle et la question de la révolution. Et ensuite, dans mes recherches, j'ai fait un saut dans le temps pour m'intéresser au photojournalisme de la fin du XXe siècle, du dernier tiers, on va dire, du XXe siècle, à partir de 1968. Alors, bon, il y a un petit peu un saut dans le temps. Donc là, il y a une discontinuité dans la temporalité de ma recherche. On va dire que j'ai sauté les années 40, 50, 60 et j'aborde plutôt les années 70, 80, 90. Et pour faire cela, j'ai monté un projet international en 2016 avec des collègues mexicains qui s'appelait donc Fotoperiodismo y Fotografía Documental en México desde 1968 hasta nuestros días, où on a essayé collectivement de s'interroger sur qu'est-ce qui se passe au Mexique après 68, donc qui, comme vous le savez, est une année quand même de un grand nombre de ruptures au Mexique. Je pense que je n'ai pas besoin de m'attarder sur la question. Euh, et du point de vue du photojournalisme, va être aussi un moment qui va permettre des évolutions assez significatives, notamment dans la photographie de presse, avec une ouverture très progressive, mais quand même très significative, notamment à partir des années 80, comment est-ce qu'on pouvait faire de la couverture photographique et comment est-ce qu'on pouvait publier de la photographie dans la presse à partir des années, voilà, fin des années 70, début des années 80, où se constitue une véritable photographie critique vis-à-vis du régime en place qui avait été impossible pratiquement entre les années 30 et les années 70. Donc, au sein de ce projet Photomex, il y a des chercheurs qui ont travaillé sur certains photojournalistes, comme Marco Antonio Cruz, dont vous avez la photographie à droite dans une prison à Catlan en 1982, qui est un des plus célèbres photojournalistes de cette période, qui ensuite a été chef du département photo de Proceso, qui est l'une des revues critiques les plus importantes au Mexique depuis des décennies. Et là, je vous ai juste fait un petit montage pour voir, par exemple, cette intericonicité entre une photographie qui avait été publiée Illustrierte Zeitung pendant la Révolution et le type de photographie prise par Marco Antonio. Mais là, c'est juste un peu un clin d'œil. Cette génération donc il y a une sorte de génération de photographes qu'on a appelée la génération du nouveau photojournalisme mexicain. C'est une expression qui a été créée par deux historiens de la photographie au Mexique, donc un qui est états-unien, John Mraz, qui travaille sur la photographie mexicaine depuis des décennies, et Ariel Arnal. Et cette génération de photographes est connue parce qu'ils sont tous passés par deux journaux, El Uno más Uno et ensuite La Jornada, qui a été créé en 1984 et qui a été créé pour être un journal d'opposition au PRI, au Parti révolutionnaire institutionnel, et qui est devenu en quelque sorte La Jornada, qui est devenue alors la tribune de journalistes qui critiquaient et qui ont accompagné la transition démocratique au Mexique de la fin du XXe siècle, et qui est devenue aussi l'espace de diffusion d'une imagerie critique envers le régime du PRI. Il y a eu un événement fondateur, pas seulement en termes de photographie, mais qui a été marquant en termes visuels et qui a été très marquant dans la société civile au moment de cette transition démocratique, c'est le tremblement de terre de 1985. Alors, avec des photographies très impressionnantes et qui ont marqué les esprits sans doute à l'international, puisque bon, au Mexique, je pense que les esprits ont été marqués par l'événement plus que par les images, hein, puisque en tout cas dans la capitale, les gens ont vécu le tremblement de terre dans leur chair. Mais ça correspond aussi à ce moment qu'on appelle au Mexique du réveil de la société civile. Et ce réveil de la société civile correspond aussi au moment de la fondation de ce journal, de la Jornada, où les photojournalistes et les photographes vont avoir une place très importante qui va leur permettre de s'exprimer visuellement contre le PRI, contre le régime en place, et de à la fois aussi remettre en une ou remettre dans les pages des journaux, euh, de remettre le focus, on va dire, sur ces populations défavorisées qui avaient été protagonistes des revues dans les années 10. Donc il y a une sorte aussi de boucle qui se fait entre cette irruption du peuple en armes dans les années 1910 pendant la Révolution
et cette récupération des populations marginalisées, plutôt de la ville de Mexico, puisque la Jornada étant quand même un quotidien de la ville de Mexico, les photographes photographiaient principalement la ville de Mexico. Après, ils étaient envoyés ponctuellement dans d'autres lieux du pays. Mais il y a aussi une remise en lumière, on va dire, de ces populations défavorisées et des populations marginales de la ville dans les années 80. Alors là, je fais un parallèle, encore une fois, là, un petit peu de lien, puisque le tremblement de terre de 85, du 19 septembre 85, qui avait traumatisé et qui est un événement marquant, je pense que vous le savez aussi, en 2017, là je me suis trompée, c'est 2017, il y a eu un tremblement de terre le même jour, le 19 septembre, qui a été un des tremblements de terre les plus importants au Mexique depuis 1985. Et il y a aussi un grand nombre de photographies qui ont été faites à ce moment-là, dont cette photographie de Pedro Mera, qui est devenue une photographie un peu iconique de ce tremblement de terre, de la même façon que celle-ci de Marco Antonio Cruz est une des photographies iconiques du tremblement de terre de 85. Alors, dans le cadre de ce projet Photomex, moi, je travaille sur une photojournaliste, Elsa Medina, qui est une photojournaliste donc femme, qui a travaillé dans les années 80-90. Donc, là, c'est une des photographies, encore une fois, prises dans le tremblement de terre. On va dire que tous ces photojournalistes étaient présents et avaient environ 25-30 ans au moment du tremblement de terre. Et elle est reconnue pour son travail justement sur les classes populaires dans la ville de Mexico. Donc là, on a une de ses photographies emblématiques, Manos en el Metro. Le métro de Mexico est vraiment, et toujours aujourd'hui, est quand même un lieu emprunté principalement par les classes populaires. Et elle est aussi reconnue pour avoir travaillé sur la migration, puisqu'elle a été correspondante de la Jornada Tijuana pendant 4 ans, à la fin des années 90, et qu'elle a donc beaucoup travaillé sur la construction du mur et sur la question de la migration, qui est une autre façon de s'intéresser aussi aux populations défavorisées ou marginalisées au Mexique. Donc ça, c'est sa photographie sans doute la plus emblématique. Alors j'ai choisi ces photographies aussi parce qu'il y a la question des mains qui est très présente, le motif des mains. Après en photographie, mais j'imagine qu'en littérature c'est pareil, on peut choisir un motif, voilà, et on peut essayer de le décliner sur un grand nombre de photographies. On va trouver des échos et de l'intericonicité assez facilement. Donc là, c'est une autre photographie de migrants prise donc à Tijuana, au Centro Escalabrini, en 1997, 10 ans après cette photographie qu'elle avait prise. Là, on est à la frontière Mexique-États-Unis, avant la construction du mur. Ce que vous voyez, les chemins en deuxième plan, c'est les États-Unis. Donc c'est une photographie qui est impossible aujourd'hui. On ne peut plus faire cette photographie aujourd'hui, puisque entre le migrant et les chemins, il y aurait le mur. Enfin, il y a le mur. Donc, je vais passer à la deuxième partie. J'étais un peu longue sur cette présentation de mes recherches. Je vais passer à la deuxième partie donc, de ma présentation sur les héritages, une école de la transmission photographique. En parlant tout d'abord des années 20, avec la question des paysages et des symboles mexicains, puis des rôles des grands photographes, entre guillemets, un grand photographe. J'en ai choisi 3, mais il y en a d'autres. Manuel Álvarez Bravo, dont vous avez sans doute entendu parler, et Héctor Garcia et Nacho Lopez, qui sont sans doute moins connus en dehors du Mexique. Alors, la question là que je pose, c'est comment est-ce que à la fois des motifs ou en même temps des compositions photographiques, alors qui ne viennent pas que de la photographie, se sont imposées au fil des années comme des modèles photographiques qui vont être inlassablement, on va dire, soit répétés, soit parfois un peu détournés, mais ça, on en parlera moins, mais qui sont des éléments que systématiquement, on va dire, les photographes, depuis, et même depuis le 19e siècle, comme on le verra, mais en particulier depuis les années 20, sont systématiquement des motifs qui vont être travaillés par les photographes. Alors, il y a un rôle assez important dans cette construction de modèles photographiques, il y a un rôle assez important des photographes étrangers. Donc ça, c'est un point intéressant en histoire de la photographie au Mexique, qui est sans doute vrai dans d'autres pays d'Amérique latine et qui l'est beaucoup moins dans les pays européens, je pense, qui est le regard que les étrangers ont posé sur ces pays-là
donc depuis le 19e siècle avec les explorations scientifiques. Et puis ensuite, avec un assez grand nombre de photographes étrangers qui se sont soit installés au Mexique, soit qui ont fait des séjours au Mexique, des séjours de travail hein, en photographe, et qui ont rapporté ces photographies ensuite aux États-Unis et dans les pays européens, et qui ont contribué à forger une certaine image du Mexique. Donc là, vous avez une photographie d'un photographe très emblématique qui s'appelle Hugo Breme, d'origine allemande et qui s'est ensuite installé au Mexique. Donc, comme je dis, il y a deux catégories de photographes. Il y a ceux qui viennent et qui s'installent, il y en a beaucoup aussi, qui sont fascinés par le Mexique et qui vont décider de faire leur vie professionnelle et leur vie tout court au Mexique. Et puis, il y a plein d'autres photographes comme Paul Strand, je vais revenir sur les images après, Tina Modotti, Edward Weston, qui a été le compagnon de Tina Modotti, qui vont, eux, faire des séjours de 3, 4, 5 ans, voire des séjours plus courts. Alors après, on aura Henri Cartier-Bresson pour les photographes français, qui va venir à la fin des années 30, Bernard Plossu, qui est aussi un photographe français assez connu, qui va venir beaucoup dans les années 50 et 60, et qui vont rapporter des images et faire des recueils de photographies. Ce qui est intéressant avec ces photographes, c'est l'affirmation d'une nouvelle identité mexicaine. Donc, je rappelle qu'on est dans la post-révolution, donc on est à la conjonction des avant-gardes européennes en termes artistiques, qui est quand même quelque chose qui va aussi atteindre le Mexique, hein, et pas que qui n'est pas que le Mexique. Enfin, les avant-gardes européennes vont quand même essaimer et faire des émules un peu partout dans le monde. Et au Mexique, on est au moment de la post-révolution et de la construction de ce nouveau régime et de ce nouveau Mexique, avec toute une série de symboles qui vont être réutilisés et qui vont faire partie d'une construction, j'ai envie de dire, d'une nouvelle construction de l'identité mexicaine, à la fois ancrée dans un passé plus lointain que le passé colonial, c'est-à-dire dans le passé précolombien, et ancrée aussi dans une géographie qui est celle que l'on voit à l'écran, qui est une géographie volcanique, qui est une géographie aussi un peu désertique, avec la prédominance des cactus, des agaves, des figuiers de Barbarie. Et puis, dans cette photo, on a aussi le passé colonial qui apparaît avec donc cette église coloniale qui se trouve, on va dire, en deuxième plan. On a le Popocatépetl, le volcan en arrière-plan, on a l'église coloniale au deuxième plan, et au premier plan, on a ce qui semble être un paysan mexicain au milieu d'un champ, d'agave. Donc cette imagerie qui réunit à la fois de la flore, de la géographie, de l'architecture et un personnage, on va dire, que l'on associe typiquement grâce à son chapeau au Mexicain, va devenir une imagerie très facilement exportable, mais qui n'est pas seulement exportée, qui devient aussi euh, un, un creuset iconographique pour les Mexicains eux-mêmes. Donc Paul Strand, dans les années 20, va venir faire plusieurs voyages au Mexique. Il va mettre en lumière encore une fois donc, cette flore avec les cactus, cette architecture avec l'architecture coloniale, les montagnes et les volcans qui sont aussi très présentes quand même dans les imageries étrangères sur le Mexique. Qui va mettre en lumière Paul Strand, mais il y en a d'autres. Hein. Enfin voilà, j'en ai choisi parce qu'il y a le Mexique, je pense comme la plupart des pays, mais quand même le Mexique a attiré de très nombreux voyageurs et de très nombreux photographes. Donc il y a des corpus immenses de photographies sur le pays. Donc Paul Strand qui va aussi mettre en lumière les populations rurales, les habits traditionnels et notamment le port du rebozo. Là, les 4 femmes portent un rebozo voilà, dans un environnement de populations, encore une fois, défavorisées. Elles sont pieds nus. On est devant une porte qui est sans doute une porte d'un édifice colonial, donc dans le monde rural. Tina Modotti, d'ailleurs, il y a une exposition Tina Modotti au Jeu de Paume en ce moment à Paris, si ça vous intéresse. Donc, photographe d'origine italienne qui s'est installée au Mexique, qui était communiste et qui a travaillé donc juste après la Révolution et notamment qui a travaillé pour cette revue El Machete, la revue du Parti communiste mexicain, et qui faisait des montages photographiques comme celui que vous voyez à l'écran avec des cartouchières, une guitare, une faucille, et qui s'amusait beaucoup et sur un pétate. Donc le pétate, c'est ces tapis tressés en palme là, qui est en dessous de la guitare, qui s'amusait beaucoup à jouer avec les symboles
mexicain et qui a eu un grand retentissement à la fois à l'international et qui a inspiré beaucoup de photographes mexicains par la suite. Donc là, deux autres photographies de Modotti, une manifestation de travailleurs et un cactus, donc à la fois quelque chose de très politique, mais aussi très symbolique avec la multiplication des chapeaux à gauche, et puis à la fois quelque chose qui rappelle davantage les avant-gardes, avec ce travail sur les cactus, qui est quelque chose qui a été beaucoup repris, et des travaux sur la forme à partir de cette flore si typiquement, enfin, si systématiquement associée au Mexique. Alors, tout ça, ça vient aussi quand même c'est ce que je disais tout à l'heure, ça vient quand même aussi du 19e siècle, euh, puisqu'il y a eu plusieurs photographes explorateurs qui ont fait des grands albums de photographie sur le Mexique, notamment Abel Briquet, euh, qui a, qui est venu au Mexique au 19e siècle, qui a sillonné le pays et qui a fait à la fois des vistas mexicanas et des tipos mexicanos. Donc on a des vistas mexicanas qui est tout un ensemble de photographies sur des paysages mexicains. Et ensuite, on a les tipos mexicanos, qui sont des photographies plutôt sur des métiers ou les ethnies mexicaines. Donc là, on peut déjà voir dans ces vistas mexicanas de la fin du 19e un attrait pour ce qui est la flore et là des plantations d'agaves. Et là, les figuiers de Barbarie et les cactus, j'oublie toujours le nom, les cactus colonnes, mais c'est pas comme ça qu'ils s'appellent. Donc, dès le 19e siècle, ces vistas mexicanas, elles sont ensuite exportées, elles sont publiées sous forme d'albums en Europe et ce sont des albums qui circulent et qui sont vendus comme des beaux livres aujourd'hui, qui sont vendus comme des beaux livres avec quand même une dimension assez exotisante de ce pays de la part des photographes mexicains. Alors, dans cette question des héritages, donc il y a tout cet héritage des années 20 et notamment des photographes étrangers des années 20. Et puis, il y a aussi les grands photographes mexicains qui sont eux aussi héritiers de cette imagerie, de cette iconographie du XXe siècle, mais qui vont développer également leur style. Euh, et le premier d'entre eux, donc celui que vous connaissez, j'imagine, Manuel Álvarez Bravo, qui a travaillé très très longtemps depuis les années 30 jusqu'à la fin du XXe siècle, et qui va imposer, selon moi, qui va imposer certains critères euh, qui vont être largement repris par les photographes mexicains encore aujourd'hui. Donc là, euh, on est dans les années 20, il reprend ce travail sur les formes liées aux avant-gardes qu'on a pu voir aussi avec Tina Modotti. Mais il va aussi être l'un des artisans de la photographie sur la ruralité et les questions de la religion et les questions des rituels au Mexique, des choses qui vont être ensuite, par exemple, reprises par une autre, enfin la photographe mexicaine qui est la plus connue internationalement aujourd'hui, dont vous avez sans doute entendu parler, qui s'appelle Graciela Iturbide, qui a eu une grande rétrospective à la Fondation Cartier il y a 2 ans, j'ai envie de dire. Donc, Álvarez Bravo, il va beaucoup travailler sur Mexico, mais aussi sur des populations plus rurales. Et puis, c'est aussi l'artisan du jeu poétique en photographie. On parle beaucoup de la photopoésie de Manuel Álvarez Bravo. Notre collègue Paul-Henri Giraud a fait son travail d'HDR en partie sur cette question de la photopoésie. Álvarez Bravo, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur ses légendes et qui instaure beaucoup de distance entre ses légendes et les photographies qu'il fait. Et il va imposer un style, alors je dirais pas humoristique, parce que alors, il y en a certaines qui sont très très drôles, mais un style un petit peu décalé qui permet de s'interroger, enfin, ou de travailler en tout cas l'image depuis une perspective moins linéaire ou peut-être moins littérale, j'ai envie de dire. Et donc qui incite l'observateur, celui qui regarde sa photographie, à s'interroger davantage sur les signes ou les jeux que la photographie peut faire. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est quelque chose qu'il commence dans les années 30, dans les années 30-40,
sa photographie, enfin, c'est un photographe qui va être connu de son vivant et qui va travailler, qui va avoir beaucoup de disciples, entre guillemets, qui va travailler avec beaucoup de gens. Donc, qui va vraiment pouvoir transmettre son art. Et ça va inciter les photographes mexicains à être beaucoup dans ce jeu photographique et à être moins, peut-être un peu moins explicite, mais travailler davantage sur la distance. Donc, euh, l'un des autres grands photographes, et là, là je parle de photographe de presse, si Manuel Álvarez Bravo a toujours été, et c'était son souhait à lui, hein, dans la catégorie des artistes, Héctor Garcia et Nacho López, dont je vais vous parler maintenant, sont vraiment des photojournalistes qui travaillent pour la presse dans les années 40, 50, 60, 70. Et donc, on voit ici, par exemple, de Héctor Garcia, cette photographie, euh, comment on dit, titulada, j'arrive pas à le dire en français, avec la légende Ventana de las Ansias, Adelaido el Conquistador, où il y a ce jeu donc entre un personnage de la rue à Mexico et ses éventuels fantasmes liés à la vitrine de lingerie féminine. Et là, c'est des choses qui font écho très largement à un grand nombre de photographies prises par Álvarez Bravo dans les rues de Mexico. Ou encore Héctor García, El Vendedor de Milagros, où là, on revient davantage sur cette question des populations défavorisées, des populations marginales, puisqu'on est donc avec quelqu'un qu'on ne voit pas sur cette photographie qui est en train de vendre ce qui ressemble à de la vaisselle à même le trottoir, et une famille qui passe dans la rue au même moment. Et encore une fois, ce jeu avec donc cette figure religieuse qui est postée et qui semble être la personne qui vend la vaisselle dans la rue. Alors, bon, là, une photographie encore de Héctor Garcia, de David Alfaro Siqueiros à la prison de Lecumberri en 1960. David Alfaro Siqueiros, donc l'un des grands muralistes, qui a été emprisonné pour ses activités politiques. C'était l'un des muralistes les plus engagés, enfin, c'était le muraliste le plus engagé des trois grands muralistes. Et cette photographie qui, pour moi, là, pour le coup, fait écho à d'autres photographies sur la prison, des photographies aussi prises de Francisco Villa, des photographies avec l'utilisation de la main qu'on a pu voir. Donc ça, c'était un peu un clip. Et le dernier grand, entre guillemets, photographe dont je veux vous parler, c'est Nacho López, qui était aussi photographe de presse et qui, pareil, travaillait beaucoup sur les jeux visuels, comme dans cette photographie du vendedor de artefactos para fabricar esferas de goma, où on voit le Palacio de Bellas Artes derrière, et qui là reprend un petit peu cette poésie de la photographie de Álvarez Bravo, et qui va développer quelque chose qui va aussi être assez repris dans la photographie mexicaine, qui sont des reportages photographiques sur la vie quotidienne. Donc là, par exemple, Bajo la lluvia, México y usted se veían así, qui joue beaucoup sur l'humour. Donc, bon, là, c'est une série photographique sur la pluie dans la capitale, mais il a aussi fait des mises en scène où, par exemple, il faisait se promener un jeune homme qui portait un mannequin féminin nu, un mannequin de vitrine, dans toutes les rues de Mexico, et il le suivait pour prendre des photographies de la réaction des passants. Et ensuite, il faisait des reportages sur la réaction photographique des passants, où il faisait la même chose avec une mannequin, une vraie femme mannequin très bien habillée qui se promenait dans les rues de Mexico pour travailler un peu sur le machisme et sur le regard des hommes sur ces femmes. Donc, il faisait aussi des reportages, on va dire, quotidiens hein, sur des événements plus politiques ou plus sociaux. Mais il y a la construction d'un regard sur la ville qui se fait aussi à travers le jeu. Et encore une fois, la reprise de ce motif qui, moi, m'intéresse, qui est les populations marginalisées, les populations défavorisées dans la ville. Donc ici, une photographie publiée dans la revue Siempre, dans les années 50, euh, d'un homme dans la rue qui est en train de lire une page de journal qu'il a trouvée. Enfin voilà, donc la question de la lecture et la question de l'information des personnes qui ont sans doute moins accès à ces mêmes journaux et ces mêmes revues dans lesquelles publient les photos. Alors, je vais finir, parce que déjà un moment que je parle, je vais finir par deux exemples d'inter-iconicité sur des choses dont j'ai déjà parlé, hein, c'est pour prolonger un petit peu cette idée. Donc, tout d'abord, l'exemple du motif des populations défavorisées, notamment dans la ville de Mexico,
comment est-ce que c'est une constante à partir de la Révolution mexicaine et c'est quelque chose qui continue encore aujourd'hui, même si moi je m'arrête à la fin du XXe siècle. Et puis un exemple de motif révolutionnaire avec Zapata. Donc là, on a une des photographies iconiques d'Héctor Garcia, qu'il a légendé Niño en el vientre de concreto. Donc c'est un enfant des rues, hein, clairement, qui se protège abrité dans un coin, enfin on va dire un recoin, une alcôve de mur dans la rue. Et puis Elsa Medina, la photographe que je travaille, avec un des exemples de ces photographies iconiques, qui est ce Limpia Parabrisas en décembre 1987, au moment de Noël, on voit des guirlandes là dans la rue, et qui a réussi à photographier donc depuis l'intérieur d'une voiture ces travailleurs qui existent toujours à Mexico, ces travailleurs informels, qui sont les personnes qui vont intempestivement, on va dire, nettoyer les pare-brises pour gagner quelques sous et qui sont représentatifs. C'est souvent des enfants des rues, hein. C'est souvent des enfants qui vivent dans la rue, dans les égouts, enfin, qui n'ont pas de maison et qui sont ces travailleurs informels qui subsistent depuis, en tout cas, le début du XXe siècle et qui subsistent et qui continuent à exister dans la ville de Mexico. Alors, sur cette question des populations marginales, il y a Álvarez Bravo aussi qui a un grand nombre de photographies. Donc là, je vous ai mis deux de ces photographies aussi emblématiques. Señor Presidente Municipal, donc là, c'est en zone rurale. Donc c'est le maire d'une commune, hein. On peut voir là le dénuement de certaines communes au Mexique dans les années 40, mais c'est encore le cas aujourd'hui. Et puis sa célèbre photographie de Los Agachados, que je pense vous avez déjà dû travailler avec vos étudiants éventuellement. Et le dernier motif dont je voulais parler, enfin, le dernier exemple d'intericonicité, c'est la question du motif révolutionnaire. Donc, je reviens sur Zapata, qui est quand même très facile à travailler sur cette question-là, mais il y a d'autres héros révolutionnaires sur lesquels on peut travailler, notamment Villa et aussi Carranza. Et donc, là, vous avez le portrait le plus connu d'Emiliano Zapata, qui aurait été pris par Hugo Breme, qui a été pris à Cuernavaca. Et vous avez cette photographie d'Elsa Medina que moi je trouve très intéressante, qu'elle a prise donc en 1991 avec Carlos Salinas de Gortari, donc le président du Mexique à ce moment-là, au moment d'une convention agraire pour réformer l'article 27 de la Constitution. Donc on est 70 ans, pratiquement 60 ans après la Constitution de 1917. Carlos Salinas de Gortari, donc l'un des derniers présidents du PRI au XXe siècle avant Cedillo, réunit, on va dire, cette convention agraire pour travailler sur l'article 27. C'est plutôt un président qui n'est pas considéré comme un ami des paysans, comme un ami des principes révolutionnaires, comme un ami de la répartition des terres. Et Elsa Medina réussit à prendre ce portrait de Carlos Salinas, donc avec cette moue qui semble être, voilà, comme si tout ce sujet-là était quelque chose de dérisoire et de drôle et pas quelque chose de fondamental, on va dire, pour le Mexique. En se retrouvant, donc elle a pris ce portrait en contre-plongée sous une peinture, enfin, un tableau qui reprend la photographie iconique d'Emiliano Zapata. Et on peut voir là vraiment le contraste entre les principes de la Révolution et notamment la répartition des terres incarnée par Zapata, quand même, Tierra y Libertad, et ce président qui, soi-disant, puisqu'il appartient au Parti révolutionnaire institutionnel, est un des héritiers de ces valeurs révolutionnaires, qui est en train, en fait, ouvertement de se moquer de ces principes révolutionnaires. Donc, il y a tout un jeu visuel qui se fait dans le portrait qu'a réussi à prendre Elsa Medina et qui montre comment est-ce qu'on peut photographiquement être critique envers le président dans les années 90. Bon, c'est pas si évident que ça, hein, de faire de l'humour en image, surtout dans l'image qui n'est pas de l'image posée, hein, qui n'est pas de l'image composée, c'est quand même très difficile parce que c'est des images qui sont prises au moment de l'événement et de façon instantanée. Et puis, on peut voir aussi ici comment est-ce que ce motif révolutionnaire ou comment est-ce que cette présence révolutionnaire à travers le personnage de Zapata va perdurer dans le temps et être utilisé pour réussir à critiquer un régime qui est lui-même issu de la révolution.
Et la dernière photographie que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est celle-ci, encore une photographie d'Elsa Medina, cette photojournaliste sur laquelle je travaille, prise pendant la campagne présidentielle de 1988, celle où va être élu Carlos Salinas de Gortari, que vous voyez en bas à droite. Donc, elle a légendé cette photographie Salinitas, puisque donc là, on joue uniquement sur les échelles. Elle réussit à montrer très facilement et dans une composition très simple la place qu'elle donne à ce candidat par rapport à la place qu'ont pu occuper Madero et Zapata. Donc on a Emiliano Zapata à gauche et Francisco Madero pardon, au centre sur cette grande bâche qui se trouvait sur le Zócalo, là où a fait un discours de campagne Carlos Salinas de Gortari. Et elle arrive à montrer voilà, où est-ce qu'elle situe, historiquement parlant, dans le XXe siècle mexicain, la place de ce président de la République, en faisant appel, encore une fois, au motif révolutionnaire qui est repris par la peinture et non pas par la photographie dans le cas des deux images que je vous ai présentées. Donc je vais m'arrêter là. Voilà, c'est vraiment, enfin pour moi, ça ressemble vraiment à du survol. J'ai plutôt insisté sur des continuités ou des motifs qui sont repris, mais on peut peut-être aussi essayer de parler de rupture dans la discussion qui va suivre. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Marion. Je te laisse faire. Voilà. Donc, merci beaucoup pour cet exposé. Donc, nous, je suppose qu'il va y avoir des questions. Alors, désolé qu'on ne soit pas plus nombreux aujourd'hui. Je pense qu'il doit y avoir les examens ou je ne sais pas quoi, parce que c'est rare qu'on soit si peu nombreux. Et je suis sûre que ce n'est pas un problème de la photo. Il doit y avoir des circonstances adverses. Donc, on va te poser des questions, je suppose, sur le contenu du même. Et puis, moi, je te poserai des questions qui sont les interrogations qu'on a pu engranger au fur et à mesure de nos séances sur la question du texte. Et puis, tu verras comment est-ce que tu y réponds depuis la photographie. Donc, comme d'habitude, je commence par donner la parole à la salle virtuelle. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Alors tout d'abord, merci. Moi, je vais commencer. Merci énormément. C'est vraiment très intéressant. Bon, moi, je travaille sur le 19e siècle en Espagne. Et évidemment, en Espagne, il y a énormément de revues qui sont illustrées, à la plume. Et en voyant les images qui présentaient les paysages avec la flore, l'architecture, les costumes, les scènes de la vie courante. Ça me faisait beaucoup penser à ces revues illustrées. Et alors, ce qui serait intéressant, parce que là, vraiment, moi, je n'y connais rien, mais c'est ce passage de la plume, du dessin à la photographie. Je pense que ça pourrait être, je ne sais pas, quelque chose à chercher. Et alors, n'y connaissant rien, ce qui me frappe, la continuité que je vois, c'est le noir et blanc, en fait, qui donne une grande unité à toutes ces photos. Euh, et le noir et blanc, comme étant extrêmement expressif, je trouve, avec ses jeux de lumière, ses contrastes, aussi bien dans des photographies qui représentent justement le côté exotique, que les photographies qui sont plus politiques, ou même photographies très intéressantes aussi sur les avant-gardes, qui sont très dépouillées, mais en même temps qui jouent beaucoup sur les contrastes du noir et du blanc. Et j'ai trouvé ça vraiment très passionnant. Et alors, personnellement, il y a une photo qui m'a vraiment attirée, qui était Migrante, ce migrant qui est complètement allongé et qui met, alors toujours cette main, hein, voilà encore un élément dans la continuité, qui met la main devant son visage et du coup on ne voit pas, qui représente tous les migrants en fait. Et j'ai trouvé que c'était une photo extrêmement forte, qui mériterait vraiment une étude, enfin qui a ça dû être fait, hein. Moi je découvre. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et justement, ce que vous avez mis en valeur, ce jeu sur les mains. Euh,
Et alors, ce sont toutes des remarques, hein, comme je dois partir après pour la colle. Euh, une chose aussi une petite différence entre les premières photos que vous avez montrées sur la Révolution euh, et les mêmes photos prises par les étrangers, par des reporters étrangers. J'ai trouvé que les étrangers insistaient beaucoup plus sur l'armée, alors que les autres, c'était plus, je dirais, les résultats de la guerre. Ce que vous avez montré au début, les maisons en ruine, Sabata qui est associé à la ruine des villages, par exemple, des choses comme ça, les cadavres, enfin des choses qui sont extrêmement statiques, mais que j'interprète comme des conséquences. Alors que les autres, je crois que c'était des Nord-Américains, montraient beaucoup plus les troupes des soldats. Alors même s'il y a des choses qui sont très statiques également, c'était un petit peu, disons, le centre d'intérêt était un petit peu différent. Voilà. En tout cas, merci beaucoup parce que c'est vraiment passionnant et euh, ça, je trouve que ça a quand même beaucoup de rapport avec la littérature. Justement aussi, autre intérêt dans les dernières photos, entre la photo et la légende, Cajas Mortuorias, qui est assez glaçant en fin de compte. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je peux peut-être répondre à certaines remarques. Dans l'ordre, alors déjà, oui, le passage de la plume à la photographie, la question des paysages, alors toutes ces sortes de vues touristiques, las vistas mexicanas ou los tipos mexicanos, ça a existé dans pratiquement tous les pays. Et donc en Espagne, il y avait aussi los tipos españoles. Et puis il y avait aussi, j'imagine, des paysages, ça je connais moins, mais la question des tipos espagnoles, c'était aussi quelque chose de très présent au 19e siècle, où on allait chercher la andaluza, la gallega, enfin voilà, ou ceux qui dansent telle danse, enfin, bon, etc. Donc ça, c'était quelque chose d'assez répandu, on va dire, dans la photographie internationale. Et puis effectivement, la question de l'illustration dans la presse, c'est une question qui a été travaillée, hein, et qui est une question très intéressante. C'est comment est-ce qu'on passe de la gravure à la photographie. Donc on va passer à la photographie à la fin du 19e siècle uniquement. C'est pour des questions techniques, hein, encore une fois. C'est-à-dire qu'il n'était pas possible, avant la fin du 19e siècle, de reproduire, d'imprimer en impression sur une même page du texte et de l'image. Donc on arrive à le faire avec la technique, et là ça y est, son nom m'échappe, la technique des petits points que vous connaissez tous, c'est-à-dire quand on transpose une image en points plus ou moins serrés et plus ou moins gros, qui permet de reproduire une trame, en fait de faire une trame qu'on peut faire en relief sur les presses et qui va permettre d'imprimer de l'image en même temps que du texte. Ça, ce n'était pas possible avant la fin du 19e siècle. Et donc, soit on imprimait des photos qu'on collait ensuite dans les revues, mais ça, c'était les revues les plus luxueuses, soit, et ce qui se faisait beaucoup, on va dire dans le dernier tiers du 20e siècle, c'était des gravures d'après-photographie. Donc, on a un collègue qui a travaillé sur l'illustration en France, sur la revue d'illustration, au cours du 19e et qui a travaillé beaucoup sur cette question de l'illustration d'après-photographie. Donc, il y avait des graveurs qui étaient associés aux revues, enfin qui travaillaient pour les revues et qui passaient donc leur journée à graver des photographies. Donc, parfois, ils rajoutaient des petits éléments parce que c'était pas assez joli à leur goût, il manquait de nuages ou des choses comme ça, mais on peut retrouver les photographies d'origine et les gravures qui ont été faites pour la presse. Parce que la presse a toute cette problématique de l'impression, de la reproduction. Ensuite, la continuité du noir et blanc, alors ça c'est très clair dans la presse, hein. La presse, elle va utiliser très longtemps le noir et blanc, même si la photographie couleur existe, hein, et se développe notamment à partir des années 50. Elle existe avant, par exemple, avec les autochromes, entre autres, mais la photographie couleur va être très courante à partir des années 50. Mais pour la presse, encore une fois, pour des questions de coût et des questions d'impression, on va garder le noir et blanc extrêmement longtemps. La photographie de presse en couleur, c'est plutôt la fin du XXe siècle, au Mexique et dans les autres pays du monde. Et après, il y a aussi un courant, on va dire, photographique qui maintient le noir et blanc pour des raisons idéologiques et pour des raisons esthétiques.
La plupart des photographes de presse, des photojournalistes ou ceux qui passent à la photographie documentaire au Mexique, mais c'est le cas aussi en France, Henri Cartier-Bresson par exemple aussi, ne vont faire que du noir et blanc. Parce que pour tout un tas de raisons esthétiques, et notamment pour des raisons un peu d'intemporalité. Souvent, c'est quand même associé à quelque chose de plus pérenne dans le temps, la photographie noir et blanc, comme si le noir et blanc vieillissait moins bien que la couleur. Alors c'est vrai qu'il y a des types de photographies couleur qui sont très associés à des périodes, notamment si vous réfléchissez à des cartes postales des années 50, des années 60, elles sont très différentes des cartes postales qu'on peut trouver aujourd'hui. Et puis aussi parce qu'il y a beaucoup de photographes qui estiment que le noir et blanc a un impact visuel qui est assez différent et qui permet aussi de prendre de la distance par rapport à la scène qu'on est en train de photographier. C'est une question de distance. Et ça, c'est quelque chose qui est partagé par les photojournalistes du monde entier, j'ai envie de dire. Et ça correspond aussi beaucoup à cette période de la deuxième moitié du XXe siècle, où il y a une certaine école du photojournalisme, une certaine école de la photographie documentaire, avec Magnum, l'agence Magnum, comme chef de file de ces photojournalistes, qui se réclament beaucoup du style Magnum, entre guillemets, dont les principaux représentants sont Capa, Cartier-Bresson, enfin les fondateurs de l'agence Magnum. Alors ensuite, oui, bon, la photographie du migrante, elle a été travaillée. Enfin, moi, j'ai publié un article sur cette photographie et il y a beaucoup d'autres personnes qui l'ont travaillée. C'est une photographie iconique au Mexique. C'est l'une des photographies icônes, on va dire, de la fin du XXe siècle. C'est une des photographies emblématiques de la question de la migration, et notamment, notamment parce qu'elle permet de représenter la clandestinité, en fait. Parce que la main devant le visage et donc l'anonymat du migrant dans cette photographie, elle permet à la fois de dire qu'on ne peut pas nommer des migrants parce qu'ils sont clandestins et illégaux, et elle permet aussi de montrer que les migrants eux-mêmes se protègent parce ils savent qu'ils vont rentrer dans l'illégalité en traversant la frontière. Et donc, il y a au-delà de la géographie, du passage du désert, enfin de la traversée du désert pour essayer d'arriver aux États-Unis, qu'on voit aussi dans cette composition photographique, il y a quand même au centre la question de la clandestinité voilà, qui a été très simplement représentée et pas demandée par Elsa Méline. Le migrant a naturellement mis sa main devant son visage quand elle a voulu le prendre en photo. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Moi, je veux bien, si Vas-y, Inès. personne n'a d'autres questions. Déjà, je suis assez d'accord avec... Enfin, merci beaucoup pour l'intervention, c'était super intéressant. Et je suis assez d'accord sur le fait que... ça, c'est quelque chose sur lequel tu reviendras peut-être, Caroline. Sur le fait que cette récupération de la photo et cette à chaque fois désignification et resignification dans d'autres contextes des photographies, ça fait vraiment penser aux anthologies et aux façons dont parfois un texte peut avoir un sens totalement différent quand il est republié dans une autre anthologie, qu'il est associé à d'autres textes dans un autre contexte. Donc ça fait vraiment écho à continuité et discontinuité. Et sinon, j'avais une question, mais qui est très ponctuelle, qui est le rapport à l'actualité, parce que vous avez évoqué au début de la présentation que les premières photos étaient faites donc, sur des plaques de verre, que ça demandait beaucoup de travail, d'édition, etc. Et qu'il était donc impossible de faire des photographies vraiment de champ de bataille, enfin des photographies dans l'action. Or, l'actualité, enfin être dans le cœur de l'action, c'est vraiment une obsession d'aujourd'hui chez les photoreporters. Et je me demandais s'il y avait eu peut-être des mises en scène, des recréations, ou si simplement on avait essayé de représenter le quotidien pour faire un peu, enfin suggérer ce qui pouvait se passer sur les champs de bataille. Merci. Merci. Oui, la question de la resignification, bon, ça, elle est assez perpétuelle pour nous aussi, historiens de la photographie. Enfin, on se questionne beaucoup sur comment est-ce que les images sont resignifiées en fonction des contextes de publication, parce que c'est sans doute encore plus évident pour la photographie que pour le texte, et notamment la photographie de presse, parce que la photographie de presse, bon, elle est faite et elle est publiée dans le contexte de l'actualité en général,
Et puis, pour peu que ce soit une photographie qui devienne un peu iconique ou très iconique, elle va être ensuite pendant des décennies, voire un siècle, republiée avec des discours et dans des types aussi de presse très différentes. Enfin, les presses sont quand même, enfin, la presse, c'est quand même quelque chose qui est très marqué politiquement, avec des lignes éditoriales très très claires. Et une presse de droite ou d'extrême gauche peut utiliser la même photographie avec des discours très différents. Donc ça, c'est la resignification des images, c'est un grand sujet en histoire de la photographie et c'est un sujet sans fin parce que ça arrive régulièrement avec les nouvelles photos, des nouvelles actualités qui arrivent tous les jours. Alors, le rapport à enfin, la représentation de la guerre, donc ça, c'est aussi un grand thème de l'histoire de la photographie, hein, la représentation de la guerre, pas de la Révolution mexicaine, mais en général. Il y a un tournant qui se fait, et c'est pour ça qu'on dit que le photojournalisme naît avec la guerre d'Espagne. Il y a un tournant qui se fait avec la guerre d'Espagne et avec notamment les photographies de Capa. Euh, mais pas que, les photographies de Gerda Taro, qui était sa compagne aussi et qui est morte pendant la guerre d'Espagne. Capa qui publie beaucoup dans des revues françaises pendant la guerre d'Espagne. Et c'est à la fois les changements techniques dont je parlais, enfin, les évolutions techniques qui permettent d'avoir des appareils plus légers, plus maniables, des pellicules plus légères, plus transportables, qui résistent mieux à la chaleur, à l'humidité que les plaques de verre, et aussi l'attitude de Taro ou de Capa, qui vraiment vont au cœur de l'action pour faire des photographies. Taro va en mourir aussi, hein, elle a été écrasée par un char républicain pendant qu'elle faisait des photographies. Et donc une volonté de se mettre plus au cœur de l'action, mais qui est due aussi par cette évolution technique qui leur permet de faire des photographies plus facilement au cœur de l'action. Pendant la Révolution mexicaine, comment est-ce qu'ils contournent cette problématique? C'est la question de l'avant-après. C'est-à-dire que il photographie un contexte de bataille, c'est-à-dire une ville avant la bataille, la revue des troupes, les troupes en présence, donc l'armée fédérale, les troupes révolutionnaires, le campement fédéral, le campement révolutionnaire, les rues de la ville, le calme, on va dire, avant la bataille. Et puis, il photographie ensuite les conséquences. Donc, les blessés dans les hôpitaux, les cadavres dans les rues, euh, les troupes un peu désorganisées, les destructions, les incendies sur les bâtiments. Et ils mettent en regard, alors souvent avec un numéro d'écart, par exemple, puisqu'il y a une semaine, c'est des revues hebdomadaires sur lesquelles moi j'ai travaillé, souvent avec une semaine d'écart, on a Zacatecas avant la bataille, Zacatecas après la bataille, Veracruz avant, Veracruz après. Donc ça, c'est une des premières techniques, on va dire, pour essayer de rendre compte d'une bataille sans avoir été présent pendant la bataille ou sans avoir pu photographier pendant la bataille. Et la deuxième technique, c'est aussi effectivement la mise en scène. Alors, soit c'est des mises en scène demandées par les photographes, soit il y a aussi des faux entraînements, enfin des entraînements à la bataille qui sont faits soit par les troupes révolutionnaires, soit par l'armée fédérale, pour essayer, donc, pour s'entraîner, pour entraîner les soldats à la bataille, avant la bataille. Et là, les photographes ont plus la possibilité de leur demander de s'arrêter un instant, de poser un petit peu. Et donc là, on a des photographies qui sont posées avec des vrais acteurs de la Révolution, c'est-à-dire des soldats de l'armée ou des soldats révolutionnaires, mais qui ne sont pas au moment même de la bataille. Donc ça, c'est une des deuxièmes techniques, on va dire, pour rendre compte de la bataille que les photographes n'arrivent pas vraiment à couvrir. Et en tout cas, merci beaucoup Marion, parce que déjà, ça nous change un peu de la littérature. Oui. Et puis c'était une présentation vraiment très, très intéressante. Alors justement, par rapport à ton corpus que tu as délimité dès le départ, je vois bien une continuité sur la représentation, par exemple, des populations marginalisées, des paysans, des pauvres, etc. Mais est-ce qu'il existe dans la photographie mexicaine une représentation qui serait aussi critique, politique, sociale, des classes aisées, par exemple, ou très favorisées, qui là, n'a pas, ces photos-là, enfin en tout cas ces images-là, elles n'apparaissent pas du tout aujourd'hui dans ta présentation. Alors, est-ce que c'est vraiment une spécificité mexicaine ou est-ce qu'il existe quand même enfin, ce corpus, hein, voilà.
Et deuxièmement, j'ai alors une question sur c'est plutôt une remarque, une réflexion sur la photo de, c'est Elsa Medine, hein, je crois, c'est ça, voilà, avec le président net au premier plan et donc le tableau flou de Zapata au deuxième plan, hein, là, en fond et en contre-plongée, comme tu disais. Et je me demandais si, outre le sens euh, critique politique qu'avait de façon évidente la photo dans un premier temps, est-ce qu'il pouvait y avoir une réflexion sur les deux médias, c'est-à-dire sur la photo et sur le tableau? Étant donné que là, c'est une photo, c'est le tableau qui est flou, alors avec une intention évidemment évidente politique derrière, hein, critique, mais est-ce qu'il n'y a pas, au-delà de ça, une réflexion aussi sur le support, le tableau, qui représente donc là une autre personnalité, et si on pense peut-être, alors je ne suis pas du tout spécialiste du Mexique, hein, mais si on pense justement à la présence de l'art iconographique, hein, du tableau, que ce soit dans les églises avec la période coloniale ou en contrepoint avec le muralisme, justement, au début du XXe siècle, est-ce qu'il n'y aurait pas de sa part aussi une remise en question peut-être du tableau? Merci. Alors, je vais commencer par oui, la représentation critique des classes aisées. Bien évidemment, il y a déjà, bien évidemment, il y a une représentation photographique des classes aisées, critique, enfin, déjà pas critique, une représentation des classes aisées, hein. Le Mexique, comme tous les pays du monde, a ses revues très bourgeoises, people, enfin, etc., qui sont quand même majoritairement consacrées aux classes aisées de chaque pays. Donc ça existe au Mexique. Et après, euh, j'ai envie de dire que dans les années que moi, enfin, au XXe siècle, peut-être un peu moins, au XXIe, il y a des travaux photographiques plutôt d'artistes qui ont été vraiment développés sur la question de une sorte d'indécence, en fait, de ces classes aisées. Je vais vous mettre dans le chat, là, vous pourrez aller voir des photos. Il y a une photographe qui est la sœur d'une chanteuse mexicaine très connue. La photographe, elle s'appelle Yvonne Venegas. La chanteuse, c'est Julieta Venegas. Vous avez peut-être déjà entendu parler. Yvonne Venegas, elle travaille justement sur les familles aisées et voilà, sa mise en scène photographique est assez critique. Il y a d'autres travaux qui sont plutôt des travaux en couleur d'ailleurs, puisque la question de l'opulence, des décors dans les maisons, des tenues extravagantes, enfin tout ça, euh, est sans doute plus parlante en couleur qu'en noir et blanc. Donc il y a un grand travail qui est fait sur la couleur et sur les intérieurs, pas forcément par Yvonne Venegas, mais dans d'autres travaux de ces classes aisées qui vivent dans des maisons extrêmement impressionnantes, que ce soit au Mexique ou ailleurs. Il y a des travaux aussi sur les familles de narcotrafiquants. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses qui se font sur la question, mais plutôt au 21e, j'ai envie de dire, et plutôt en couleur. Alors ensuite, sur la question de la critique du tableau, je ne suis pas sûre, enfin en tout cas de la part d'Elsa Medina, je suis pratiquement sûre qu'il n'y avait pas une volonté d'interroger la différence entre la peinture et la photographie. Euh, Par contre, dans les interprétations, dans les lectures de cette photographie, le fait que le tableau soit flou et que Zapata soit flou a aussi été beaucoup interprété comme euh, une façon de montrer comment est-ce que les idéaux révolutionnaires ou les principes révolutionnaires se perdent euh, et comment est-ce qu'ils sont, on va dire, rendus flous ou rendus, enfin, dépossédés, comment on dit, de leur sens, vidés de leur sens par une succession de présidents qui se réclament des valeurs révolutionnaires, mais qui font un petit peu tout le contraire de ce qui est dit dans la Constitution. Donc bon, le flou, elle l'a clairement fait pour faire ressortir la figure du président en premier plan hein, sur le portrait, mais ça permet quand même, dans cette composition photographique, de parler voilà, de cette perte de sens des valeurs révolutionnaires au fil du temps à travers le régime politique du président. Alors, Sabrina, merci. Est-ce que tu arrives à faire fonctionner ton Oui, micro ou pas? c'est bon. Excusez-moi, j'ai eu un problème tout à l'heure. Désolée. Donc, bonjour à toutes, je crois, juste. Et merci Marion pour votre présentation. C'était très intéressant et sachez en tout cas que
que ce que vous considérez comme un survol et je l'entends, parfaitement. Pour moi, la néophyte, en tout cas, ça a été, voilà, ça a permis de poser des jalons, nécessaires et donc merci beaucoup. Alors en photographie, je n'y connais rien, mais je m'intéresse, notamment enfin, parce que je l'ai découverte, j'ai découvert, Tina, Modotti à travers, la fiction biographique d'Elena Poniatowska. Et alors j'aurais, voulu savoir, parmi, les photographes, les photojournalistes post-révolutionnaires que vous avez cités, il me semble que c'est la seule femme. Alors j'ai bien vu, une continuité, notamment vous avez, évoqué le motif des mains et il y a une photo de Tina Modotti qui est assez célèbre, qui s'appelle «Manos de un trabajador», donc elle est vraiment aussi dans cette continuité. Mais j'aurais souhaité savoir s'il vous plaît enfin si vous pensez que, elle s'ancre aussi dans une discontinuité non seulement, par rapport à ses prédécesseurs, mais aussi ses contemporains. Et est-ce qu'on pourrait parler peut-être d'un photojournalisme de femme ou féminin? Et si oui, dans quelle mesure, elle l'illustrerait? Merci Merci. beaucoup, Salma. Oui, alors les femmes. Alors Tina Modotti, elle n'est pas considérée vraiment comme photojournaliste, hein, elle est considérée comme photographe, euh, artiste. Après, elle a publié notamment donc, dans El Machete, cette revue du Parti communiste mexicain. Elle est davantage quand même considérée comme photographe militante. Euh, Peut-être, c'est peut-être ce qui la caractérise le plus, en tout cas pour sa période mexicaine. Et il y a peu de photographes femmes photojournalistes au XXe siècle, et globalement, il y a peu de photographes femmes. Mais bon, ça, c'est vrai au Mexique, et c'est vrai en France, et c'est vrai aux États-Unis. Et il y a peu de photographes femmes aussi qui se donnent la peine de faire, enfin, parce qu'il y en a plus que celles qu'on connaît, j'ai envie de dire. Bon, il y a plus d'hommes aussi que ceux qu'on connaît, mais disons qu'elles se donnent moins la peine de faire reconnaître leur travail. Et les historiens et historiennes de la photographie se sont davantage penchés sur des figures masculines. Enfin, c'est un peu comme partout, hein. C'est la même chose en littérature, j'imagine. Il n'y a pas trop de surprises. Les photojournalistes femmes, enfin celles qui travaillent vraiment pour la presse, elles arrivent vraiment dans les années 70, hein, avec cette génération de Elsa Medina. Et dans les années 80, à Mexico, en tout cas dans la capitale, parce que là, j'ai fait justement, là, je reviens d'un séjour au Mexique en février où j'ai fait des entretiens avec des photojournalistes femmes qui ont aujourd'hui entre 60 et 70 ans et qui donc ont commencé dans ces années-là. Et elle disait qu'en gros, à Mexico, elles étaient 8 ou 9 photojournalistes femmes dans les années 70 et 80. C'est vraiment pas beaucoup. Alors après, dans les années 30, c'était encore, il y en avait encore moins. Alors il y en a une qui maintenant est très célèbre, qui était la femme de Álvarez Bravo à ce moment-là. C'est un peu postérieur au travail de Modotti au Mexique, hein. C'est Lola Álvarez Bravo, qui donc a été mariée à Manuel Álvarez Bravo et qui ensuite a continué à travailler toute seule. Ils ont divorcé, a continué à travailler toute seule et a continué notamment à travailler pour la presse et à travailler pour des commandes aussi. Je ne sais pas si on peut dire que Tina Modotti serait très différente parce que je trouve quand même que son travail, et notamment, je ne sais pas si vous connaissez le travail d'Edward Weston, Non, donc je connais pas. photographe états-unien qui était son compagnon quand ils étaient au Mexique. Donc ça, c'est intéressant d'aller voir le travail d'Edward Weston parce qu'il y a vraiment un travail sur les formes qui est très similaire au travail de Modotti. Donc, il travaillait vraiment de la même façon et avec des modèles qui, pour moi, sont vraiment des modèles des avant-gardes européennes. Donc, je ne dirais pas qu'elle a un travail particulièrement différent de celui de Weston ou de celui de Strand ou de celui même de Manuel Álvarez Bravo dans ces années-là. Après, voilà, c'est certain elle a marqué aussi les esprits, mais comme Frida Kahlo a pu le faire en peinture parce que c'était une femme et qu'elle était présente à la fois d'un point de vue militant et à la fois d'un point de vue artistique dans le milieu culturel mexicain de Mexico dans les années 20. D'accord. Merci beaucoup, Marion. À moins qu'Emmanuel ait une question à te poser, le cas échéant, elle pourra mettre sa petite main jaune. Alors moi, j'ai d'abord, deux curiosités qui excèdent les choses que tu as dites, mais pour voir un peu, si tu n'as pas les réponses, que c'est des choses sur lesquelles tu n'as pas travaillé, tu me le dis et puis je passe à autre chose. Et la deuxième question, comme d'habitude, moi, ce qui m'intéresse, c'est la technique,
quand on va fouiller dans le moteur. Donc, ce sera de ce côté-là que je te poserai l'essentiel que portera ma curiosité. Alors, la première question, c'était sur la place. J'ai adoré l'idée de petit socle. Alors, tu n'as pas appelé ça comme ça, mais en fait, il y a quelques photos qui sont reprises, déclinées, etc. Bon, resignifiées, compagnie, instrumentalisées. Bon. Alors, quid de la présence de ces photos dans la littérature du XXe et du XXIe, le cas échéant? Et puis, est-ce qu'elles sont présentes et est-ce qu'elles donnent lieu tu vois, une espèce de truc intermédialité, le texte et l'image, la mise en scène de l'image. Enfin bon, je ne sais pas si tu parles de exphrasis en photo, tu nous diras si c'est un terme qui est inadéquat ou pas. Et puis, en littérature et en BD, je ne sais pas si, comme en Espagne, il y a tous ces, tu sais, comment on appelle ça, les romans graphiques, mais si au Mexique, il y a des romans graphiques et où, de nouveau, ces photos-là constituent le socle tu vois, les déclinaisons, enfin, on les récupère dans ce roman graphique. Donc ça, c'est mes 2 premières questions et pour la technique, on verra après. Alors, j'ai pas travaillé sur la question, c'est une question qui m'intéresse parce que oui, alors j'ai plus de titres en tête, mais j'avais à un moment mis de côté un petit peu des textes qui décrivaient des photographies ou qui Ah ouais. partaient de photos ou qui partaient de photographies pour parler notamment de la Révolution, qui était quand même ce qui m'intéressait. Alors, il y a beaucoup moins de romans graphiques quand même au Mexique qu'en France ou en Espagne, mais c'est un genre qui se développe. Il y a d'ailleurs un roman graphique sur Tina Modotti, si ça intéresse Sabrina, qui a été publié il y a quelques années. Je ne sais plus s'il est mexicain ou Merci s'il beaucoup. est espagnol, je ne sais plus trop, ou italien. Enfin bon, je ne sais plus de quel pays il vient, mais il y a un roman graphique sur Tina Modotti. Et oui, la photographie, elle est très présente, alors notamment dans la literatura de la Revolución, Mm. toute cette littérature autour de la Révolution qui se développe dans la post-révolution au Mexique. Notamment dans cette littérature de la Révolution, on voit l'impact qu'ont certaines photographies, parce qu'il y a des passages entiers qui partent de photographies. Alors là, je ne retrouverai plus les exemples là de tête, mais oui, ça existe. Je n'ai pas travaillé dessus, mais ça me semble être une piste, voilà, c'est une Ouais. piste intéressante, c'est une piste intéressante à creuser. Alors, dans cette littérature de la Révolution, ce n'est pas de l'intermédialité, enfin, comme moi je l'entends, de, c'est plutôt de la description et de Ouais. l'interprétation photographique qui permet, qui a sa place dans le récit, qui va permettre de continuer un fil narratif en passant par la photographie. Et dans les romans graphiques, oui, ça existe aussi, mais là, c'est pareil, j'ai pas travaillé sur Ouais, la c'est ça, question, c'est pas. donc j'ai pas d'exemple. Mais si ça, enfin, si ça existe, et notamment sur la question de la Révolution. Et, et- Enfin, la photographie de la Révolution, c'est un- c'est inépuisable. oui, oui, bah oui, j'imagine. C'est encore repris et repris et repris. Enfin, c'est quelque chose où pareil, enfin, Zapata dans le monde, on peut faire des voyages et prendre des photos enfin, des images de reprises, de photographies de Zapata partout dans le monde, il y en a. Hein. Et est-ce que tu en as un peu pop, un peu rigolote, où Oui. Zapata, on lui fait vendre un détergent Il y ou a je des sais pas quoi? Zapata à l'Andy Warhol, enfin, oui, oui, bien sûr, il y en a. Ah, d'accord. Bon. Parce qu'on avait comme ça un numéro de Chrysol sur les récupérations pop dans la culture pop du siècle d'or. Et là, ce serait amusant d'écrire un article sur la récupération de la Révolution dans la culture populaire. Alors, Villa aussi. oui, Pancho dis-moi. Villa aussi. Oui, ah bah lui, oui, ça, il fait recette, lui. Alors, pour la question technique, donc, bon, j'ai bien compris, et d'ailleurs, tu aurais parfaitement pu participer à nos diverses journées d'études sur la question du trans ou sur la question des écritures collectives. Et là, en l'occurrence, bon, pour tout ce qui est l'héritage, récupération de thématiques d'un artiste à l'autre, d'un photographe à l'autre, très bien. Les questions techniques, le noir, le blanc, tout ce que tu as expliqué, très bien. Moi, ce qui m'intéresse ça, davantage, c'est sur une même photo. Parce que, en particulier, ce que tu as expliqué à propos de la photo de Strand, il me semble que c'était celui-là, hein, avec le personnage, le paysage, le, le, le palais. Ah non, c'était une église euh, Goblet, oui. coloniale, etc., etc. Voilà, j'ai l'impression quand même que la continuité, elle est créée
Voilà, j'attends que tu l'aies mise pour reprendre. Excellent. Exactement. Voilà, donc là, j'ai l'impression quand même que la continuité en photo, ça repose principalement sur une question de plan. Donc, est-ce qu'il y a d'autres éléments techniques dont tu pourrais me parler pour me dire, mais non, mais tu vois, en réalité, il y a aussi ceci, cela, cela. Ça crée du mouvement à l'intérieur de la photo, donc ça crée une continuité, une discontinuité. Donc ça, c'est mon premier état d'âme. Deuxième état d'âme, c'est la question, c'est ce que j'appelle souvent les coutures. Voilà, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu crées une continuité, une discontinuité, ça veut dire qu'il y a des endroits où on va créer le rapprochement, on va créer, etc. Et là, par exemple, dans cette photo-là, où est-ce que tu vois les coutures argumentatives ou esthétiques, j'en sais rien, pour te dire, bon, bah, tu vois, il y a une continuité, je marche avec le personnage à travers la nature, vers ceci, mais finalement, in fine, j'arriverai au paysage proprement mexicain, etc. Bon, et du coup, troisième état d'âme, je me demande, et ça concerne la photo, mais ça concerne la fiction aussi, et c'est comme ça que je termine toutes mes questions, je me demande si la technique de la continuité et de la discontinuité ne crée pas une hyper-lisibilité qui vraiment est lisibilité, hyper-didactisme du propos de l'auteur. C'est-à-dire que finalement, est-ce que ce n'est pas un recours qui ferait partie de la boîte à outils des choses basiques, pas très intéressantes, pas très élaborées, pour faire discours dans le texte ou dans l'image? Qu'en penses-tu? Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris le début de ta question. Enfin, ce que tu appelles la technique, en fait, enfin, moi, je n'appellerais pas ça comme ça, mais c'est le style. Bah, moi, j'appellerais ça la narratologie si j'étais D'accord. avec le texte. C'est-à-dire, tu ouvres ta boîte à outils, tu as des personnages, tu as du temps, tu as de l'espace, tu as de la description, tu as du début, tu as de la fin. Et ben, comment tu choisis les outils? Comment est-ce que tu les combines pour produire des effets et sur ces effets, installer un discours? Voilà, moi, j'appelle ça technique. Après, tu montages. Pour moi, ce serait plutôt de la composition Voilà, photographique. voilà. Voilà, ce serait plutôt de la composition de la photographique ou du style photographique. Parce que forcément, en photographie, ce qu'on appelle technique, c'est quel type d'appareil photo et quel type de pellicule. Voilà, donc voilà. La lectrice aura rectifié d'elle-même dans son jargon familial. Ça, parce que OK, puisque la photographie est une technique avant d'être un art, tout à fait, tout à fait. et ça a énormément d'incidence. Enfin, les techniques, il Ben n'y a oui. pas que la technique, mais la technique photographique a énormément d'incidence aussi sur ce qui peut être pris ou qui ne peut pas. Enfin, c'est ce que j'expliquais pour À propos des l'instantanéité, plaques de verre, oui. et sur comment travaille un photographe ou comment ne travaille pas un photographe. Le numérique est forcément une technique qui a révolutionné aussi la photographie. Et, bon, donc voilà, donc c'est juste pour bien comprendre ce que tu entends par Alors, du coup, je parle de composition. voilà, plutôt de la composition photographique et du style photographique. Voilà. Alors, effectivement, dans cette image en particulier de Hugo Bremes, elle est très emblématique d'une iconographie exotisante du Mexique, on va dire. Et là, clairement, enfin, moi, je vois quand même assez clairement un regard d'un étranger qui arrive au Mexique. Bon, là, il est déjà installé en 1925 depuis plusieurs années, qui arrive au Mexique et qui essaye, par exemple, dans cette photographie, de faire une synthèse ou un récit, si tu veux. Moi, j'ai plutôt tendance à appeler ça des synthèses photographiques. Euh, et qui va effectivement mettre en lien ces différents éléments qui, pour lui, sont constitutifs de l'identité mexicaine. Donc là, enfin, comme je le disais, hein, là, je me répète, la ruralité à travers le paysage au premier plan et le paysan qui marche dans ce paysage au premier plan. Et ensuite, l'architecture coloniale, donc qui renvoie à une période qui fait quand même partie de l'identité mexicaine, hein, comme le dira Octavio Paz, ça fait partie des grandes étapes quand même de l'identité mexicaine. Et puis ce volcan, le Popocatépetl, qui est l'un des symboles géographiques, on va dire, du Mexique. Alors là, enfin, il y a non seulement cette convergence, on va dire, des éléments, ou cette coexistence des éléments dans la photographie. Et après, il y a la construction du chemin, de la diagonale, qui part donc du bas droite de la photographie et qui fait aller le regard en diagonale vers le volcan. Enfin, ce chemin va terminer vers le volcan en passant par l'église coloniale, j'ai envie de dire. Donc, est-ce que c'est une... enfin,
c'est une photographie qui est bien composée, j'ai envie de dire, qui fonctionne esthétiquement. Est-ce que c'est une composition consciente d'Hugo Bray? Mais bon, ça, c'est plus difficile à voir. En tout cas, dans la lecture et dans l'interprétation qu'on peut faire de la photographie, très clairement, on peut voir comment est-ce que ce paysan va passer par une géographie qui est propre à la terre mexicaine, qui vient de la nuit des temps et qui donc ferait plutôt référence à un passé pré-hispanique, enfin, pré-colonial, euh, puisque c'est la terre, voilà, c'est aussi le travail de la terre à travers le paysan. Et comment est-ce qu'on va être obligé de passer par cette étape coloniale pour ensuite retourner, on va dire, à l'identité mexicaine qui pourrait être représentée par le volcan. Et donc là, la couture, elle pourrait se faire à travers ce chemin, pour reprendre ton expression de couture esthétique. Le chemin pourrait être ici la couture visuelle qui permet de relier différents éléments de l'identité mexicaine pour Ouais. proposer un cheminement dans cette composition photographique. Voilà peut-être pour répondre à ta première question. Et ça, enfin, effectivement, le travail sur la composition, enfin, ce qu'on a dit un petit peu aussi sur la photographie de Elsa Medina et Emiliano Zapata, voilà, c'est des jeux de contraste entre du flou et pas du flou, de premier plan, d'arrière-plan, de comment est-ce qu'ils dialoguent entre eux, les premiers plans, les arrière-plans, comment est-ce que des, euh, des diagonales, des lignes, des verticales, des horizontales vont mettre des éléments en lien à l'intérieur de ce rectangle photographique. Enfin, Ouais. voilà. Tout ça, ça fait partie de la... Là, j'ai été très vite sur les photographies, mais en fait, on peut très souvent, et c'est un exercice quand même très porteur, moi je trouve, c'est de prendre, enfin, que je fais beaucoup avec les étudiants, c'est de prendre une photographie et de leur dire on passe un quart d'heure au moins, voire une demi-heure, voire 45 minutes sur une photographie. Et on travaille sur cette composition, sur cette construction, sur les différents éléments, sur comment est-ce qu'ils se dialoguent entre eux, comment est-ce qu'ils se répondent ou pas. Voilà, c'est un exercice que les étudiants ont un peu de mal à faire, mais qui montre comment est-ce qu'une photographie est un récit, en fait. Oui, c'est Moi, ça. alors, ça ne marche pas avec toutes les photographies, mais la plupart des photographies, quand même, qui restent avec le temps, hein, qui sont issues de cette décantation photographique dont je parlais, c'est des photographies qui permettent aussi, voilà, qui permettent que l'observateur rentre dedans et tire un fil narratif à partir de l'image. Alors ensuite, comment aussi est-ce que ce style crée de l'hyper-lisibilité, donc de l'hyper-didactisme? Bon, là, par exemple, sur celle-ci, pour moi, c'est très clair. Euh, et c'est un reproche qui a été beaucoup fait, je pense, à la photographie, notamment à la photographie des étrangers sur le Mexique, mais ça fonctionne avec le Brésil, enfin bon, puis ça fonctionne avec la Chine, et puis ça fonctionne avec beaucoup de enfin, la Chine ou l'Indochine, ou tout ça, enfin, ça fonctionne en tout cas beaucoup sur le regard impérial, on va dire, ou colonial, qu'ont eu des photographes européens sur les différents espaces colonisés par les pays européens. Cette, cette exotisation de l'autre pour un regard européen, il a beaucoup fonctionné. Et justement, la mise en coexistence de certains symboles ou de certains éléments qui vont vraiment faire appel au regard que l'Européen peut avoir sur ces pays-là, c'est quelque chose de très travaillé en histoire de la photographie. Ça marche beaucoup sur le Maghreb, par exemple, aussi, hein. Enfin, la question de l'orientalisme qu'on voit en peinture, elle existe aussi en photographie. Et c'est quelque chose qui va aussi être très présent, notamment à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Je trouve que ça commence à changer au milieu du 20e siècle. Et moi, ce que je trouve intéressant justement avec cette génération de photojournalistes après 1968, c'est que eux, ils vont vraiment, et ça c'est une école quand même vraiment de Manuel Álvarez Bravo, ils vont vraiment jouer sur l'ironie. Enfin, ils vont vraiment jouer sur autre chose qui va déjouer un petit peu cette hyper-lisibilité et, qui va obliger l'observateur à s'arrêter un peu plus et enfin, voilà, qui est moins, ce qui pour moi est souvent moins immédiate quand même. Et puis ce jeu, alors notamment de Álvarez Bravo, mais il y a d'autres photographes qui le font, ce jeu entre la légende et la photographie. C'est quelque chose qui est assez présent dans la Jornada, aussi dans le journal dans lequel a travaillé Elsa Medina et toute cette génération du nouveau photojournalisme mexicain. Ils font souvent des légendes qui ne sont pas très littérales.
mais qui sont un mot ou un petit jeu de mots ou qui permettent de rentrer dans la photographie à partir de quelque chose qui n'est pas présent à l'image, un concept, Alors une quoi, c'est une expression. prothèse parce que l'image, elle serait trop, justement, elle écraserait trop le sens et qu'il y a besoin de... C'est pas un besoin, là c'est vraiment un travail sur la photographie pour en faire autre chose qu'une illustration, parce qu'il y a ça aussi. Enfin, ça, c'est quelque chose dont j'ai pas beaucoup parlé. Hmm. C'est la question de l'illustration photographique et la question de la photographie au centre. Euh, la photographie a longtemps et est toujours d'ailleurs quand même globalement utilisée dans la presse notamment comme l'illustration d'une actualité. Et oui, oui, oui. Après, il y a des... Donc, la jornada, Uno más Uno et la jornada, ces deux quotidiens ont eu vraiment à cœur de travailler la photographie autrement. Donc, il y a énormément de photographies qui sont publiées, qui ne sont pas des photographies liées à un événement d'actualité, mais par exemple juste de la vie quotidienne, des vendeurs ambulants, Ouais, c'était rigolo, là, les photos de la pluie. Ouais. des enfants de la rue, tout ça. C'est pas de enfin, c'est de l'actualité de beaucoup plus long terme et beaucoup plus sociale. Enfin, c'est pas une kermesse, une inauguration, une protestation. Enfin, bon, c'est rien de tout ça. En France, le journal le plus emblématique, ce serait Libération. Libération est un journal, encore aujourd'hui, un quotidien qui travaille beaucoup, enfin, qui met la photographie au centre et qui développe un discours sur la photographie de presse à partir de la photographie. C'est-à-dire qu'il provoque beaucoup son lectorat sur les choix qui sont faits par la rédaction sur les photographies, sur la mise en page, sur les discours associés à la photographie. Enfin, Libération, voilà, en France, ce serait le grand exemple. Et c'est d'ailleurs, Libération est d'ailleurs une des sources d'inspiration pour la création de la jornada. Donc, c'est pas, Ah oui. voilà, c'est pas anodin qu'il y ait des convergences, on va dire, sur l'utilisation de la photographie. Et dans l'idée, justement, d'aller contre cette, je pense, cet hyperdidactisme dont tu parles. Mais reste quand même la question de savoir si on a moins didactisé la photo, mais si c'est malgré ou grâce à la question continuité-discontinuité, en fait. Parce que moi, je la remets toujours au cœur de notre interrogation théorique, si tu veux, sur le phénomène. Parce que pourquoi on a eu envie de faire ce thème de séminaire? Parce qu'on on est un certain nombre à travailler sur la littérature ultra contemporaine. Notamment, je pense à Davy, tu sais, avec son corpus, enfin, c'est quasiment des fragments, tu vois, où tu as même du mal à voir le type de continuité qu'il peut y avoir entre deux blocs de texte. Et on s'est demandé si, justement, on n'allait pas vers une hypo-lisibilité et des vrais gros problèmes d'accès au sens. Bon. Et en fait, plus on travaille, mois après mois, plus on travaille sur ces questions-là, plus, en fait, je découvre qu'on est en train de démontrer à chaque fois l'inverse. C'est-à-dire que ce n'est pas le problème de la continuité, la discontinuité qui pose des problèmes de lisibilité, mais au contraire, c'est que continuité et discontinuité compensent les problèmes de lisibilité, du coup, créés par autre chose. Alors, cette autre chose, on n'a pas encore complètement mis le doigt dessus, mais en tout cas, continuité, discontinuité, c'est une béquille, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est une prothèse qui permet malgré tout d'arriver à remettre les deux pieds dans une histoire, dans ce que toi, tu as appelé un récit, et puis bah, que ce récit fasse sens. Donc c'est exactement l'inverse de ce que j'attendais au début. Alors, après, petite précision, enfin, j'ai dit au début, hein, mais petit rappel, je travaille sur la photographie de presse presque Oui, oui, exclusivement. oui, oui, Et oui, si je présentais des corpus d'artistes, enfin de photographie artistique mexicaine très contemporaine, ouais, ce serait autre chose. on parlerait d'autre chose. Enfin, ce serait vraiment autre chose. Parce que là, justement, la question de la lisibilité, bon, ben, on est dans de l'art très contemporain, ultra contemporain en photographie. Et la photographie ultra contemporaine, elle peut être beaucoup moins, justement, hyper lisible. Enfin, Lisible. elle est globalement. Donc, voilà, enfin, vous travaillez sur la littérature. Moi, on va dire, c'est un petit peu comme si je travaillais sur la presse et pas sur la littérature, enfin, sur le Oui, bien journalisme. sûr. Donc, il y a quand même aussi, alors, bien sûr, il y a aussi des, enfin, c'est ce que je disais, Manuel Álvarez Bravo, qui n'est pas un photographe de presse, a eu une influence très très grande sur les photographes même de presse au Mexique, hein, globalement. Donc il y a quand même, peut-être que le passage, il est assez souple entre les artistes photographes et les photojournalistes au Mexique et ailleurs, mais quand même, on parle pas de, enfin, je parle pas de corpus. Oui, le support impose de toute façon un certain nombre C'est de... des choses très différentes, hein. Bien sûr. Oui, oui. Lina, j'ai vu que tu avais relevé la main dans l'intervalle. Excuse-moi, je voulais être sûre d'avoir vidé mon sac.
Oui, je reviens sur l'idée de corpus parce que dans ta présentation départ, dans l'introduction, tu as bien souligné que tu n'avais choisi que des photographes de Mexique, de la capitale. Et alors, qu'en est-il justement, le cas échéant, des photographes des autres régions, des autres villes? Est-ce que justement on peut parler de continuité, rupture ou pas, alors qui serait peut-être de l'ordre thématique ou formel? Voilà, c'est juste une petite question. Alors, je connais moins, hein, donc je vais pas trop m'avancer. Moi, c'est un choix que j'ai fait par faisabilité Oui. du travail, hein, tout simplement, parce que bon, déjà, c'est pas facile de travailler sur des archives photographiques au Mexique quand on habite en France. Euh, Moi, je peux pas rapporter des livres. Et enfin, je peux pas rapporter des corpus et des corpus et des corpus de revues. Enfin, tout ça, voilà. C'est pas surtout de la Révolution mexicaine, ou même des piles de la Jornada, c'est un peu difficile et tout ça n'est pas vraiment numérisé. Il n'y a pas Ah, une politique de numérisation très active. Euh, et quand je travaillais sur la Révolution mexicaine, j'ai commencé au milieu des années 2000, rien n'était numérisé. Euh, voilà, donc j'ai dû faire tout ce travail de numérisation. Donc forcément, bon, moi, je ne pouvais pas me déplacer partout. Enfin, c'était déjà compliqué d'aller à Mexico longtemps. Après, je ne pouvais pas me déplacer partout et c'est encore moins numérisé en province qu'à Mexico. Enfin bon, bref. Donc j'ai fait ce choix-là par commodité. Et puis, parce qu'après, c'est quand même un pays très centralisé aussi, le Mexique, un peu comme la France. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui sont archivées. Et puis, la presse lue, enfin, les quotidiens lus, par exemple, la Jornada, elle est lue dans tout le pays. Donc, si ce n'est pas produit depuis tout le pays, c'est quand même quelque chose qui est diffusé dans le pays entier. Donc, ça faisait sens. Moi, je ne suis pas certaine qu'il y ait de grandes discontinuités entre la photographie, en tout cas entre les styles, on va dire, photographiques, hein, parce que les techniques se développent de la même façon et essaiment assez rapidement entre la capitale et la province. Hein. Il y a c'est un pays qui est quand même très bien relié au niveau des infrastructures, même au début du XXe siècle avec le train. Enfin, on l'a vu avec la Révolution mexicaine, hein, ça permet de se déplacer assez vite, le train un peu partout. Et donc, il y avait des photographes dans toutes les villes, grandes villes ou les moyennes villes, il y avait des photographes un peu partout au Mexique. Ce qui va changer, bien évidemment, c'est un petit peu plus le traitement, c'est-à-dire que ces revues ou la jornada sur lesquelles je travaille ont les moyens d'acheter des photographies à des photographes de province et donc d'avoir une représentation plus globale de ce qui se passe dans le pays, que ce soit pendant la Révolution ou après, encore plus dans les années 70, 80, 90. En revanche, la presse régionale, mais bon, c'est aussi ce qui se passe en France, s'intéresse davantage sur ce qui se passe dans sa région et a moins les moyens d'aller chercher des photographies à l'extérieur. Alors, c'est un peu moins vrai avec le numérique et puis avec la question des agences internationales qui permettent d'acheter des photographies. Alors, si on a l'argent, qui permettent d'acheter des photographies très facilement de tout ce qui se passe dans le monde, notamment donc depuis le numérique et le 21e siècle. Mais sinon, la discontinuité elle serait plutôt au niveau thématique, au niveau du traitement de l'information, mais pas au niveau du style photographique et même du contenu. C'est-à-dire que pendant la Révolution, on avait le même type d'image, mais si c'était le journal de Zacatecas, on allait plutôt se concentrer sur quand il se passait des choses à Zacatecas. Voilà. Mais au niveau du style ou du traitement, c'est un peu la même chose. ton corpus de base, là, dont tu as parlé, il est où au Mexique? Pour la Révolution, Oui, oui. Alors ces revues, alors il y en a sans doute ailleurs, mais elles étaient toutes et pratiquement tous les numéros dans deux bibliothèques. Alors à la Bibliothèque nationale, enfin, il y bon, a un endroit qui s'appelle la Hemeroteca nationale, ouais. qui garde toutes les revues et tous les quotidiens qui se trouvent sur le campus de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma. Où là, on peut consulter tous les numéros. On pouvait, en tout cas, ça fait longtemps que je n'ai pas été voir, on pouvait consulter tous les numéros de ces revues en papier qui se défaisaient. C'était pas très. Je ne sais pas s'ils ont numérisé depuis, je ne suis pas certaine. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y a des revues qui commençaient à tomber déjà un peu en lambeaux il y a 20 ans. Et il y a une autre bibliothèque qui est dans le Centro Histórico du Mexique, à quelques encablures du Zócalo, qui s'appelle la Biblioteca Lerdo de Tejada et qui dépend du Ministerio de Hacienda.
mais qui est donc aussi une bibliothèque publique où je pouvais consulter, enfin demander toutes les revues et consulter tous les revues. Alors après, la jornada, par contre, là, il y a des archives un peu partout. Enfin, la jornada, ça se trouve assez facilement. Alors pas en France, enfin moi, j'ai pas trouvé un fonds en France où il y aurait tous les numéros de la jornada depuis sa publication. Euh, Ça m'intéresse si jamais quelqu'un sait si ça existe, si quelqu'un s'est intéressé à la jornada et sait que dans une quelconque bibliothèque de France ça existe, ça pourrait m'intéresser pour aller moins loin. Mais sinon, la jornada, il y a plusieurs bibliothèques. Enfin, il y en a à la UNAM, à la Lerdo de Tejada aussi. Enfin, il y a plusieurs bibliothèques où on peut consulter. Et la jornada a été enfin, est numérisée depuis plus ou moins les années 90. Alors bon, c'est assez mal fait et c'est pas facile du tout d'interroger Bon, tiens, les archives, mais elle a quand même été numérisée par contre. d'accord. Voilà, donc c'était l'état des journaux plus que leur accessibilité qui t'a posé problème, quoi. Oui, enfin moi j'ai pas eu trop de mal, voilà, j'ai pas, enfin c'était très long, donc, comme souvent dans les archives, c'est-à-dire qu'il faut remplir des petits papiers, puis attendre qu'on aille chercher les volumes, et puis qu'on nous ramène les volumes, et puis on peut en consulter que 2 à la fois, et puis enfin bon, Ouais. c'est peut-être moins votre cas en littérature, enfin, ça dépend sur quelle source vous travaillez, mais bon, en histoire, c'est un grand classique du temps des archives, qui donne toujours lieu à une grande littérature scientifique sur comment faire pour travailler dans les archives, comment perdre son temps et comment avoir accès aux documents. Et parfois, on voudrait confronter 3 volumes pour voir les... Mais c'est pas possible parce que c'est comme ça. Donc bon, enfin, ça, c'est une autre histoire qui sont toujours assez drôles à partager entre Les fans anecdotes d'archives. de bibliothèque, ouais. Eh ben, si, est-ce que quelqu'un a une dernière question? Et sinon, on rend notre invité à sa vie civile. Non, Eh ben, c'est bon. merci beaucoup, Marion, pour cette présentation vraiment, vraiment intéressante et qui nous donne du grain à moudre sur la question du... Enfin, en tout cas, moi, ça m'en donne sur la question du mouvement. J'avoue qu'il y en a dans le texte de fait, mais quand c'est de fait, du coup, on n'interroge pas les choses, mais quand c'est dans un endroit où il n'y en a pas de fait, ça interroge sur de l'autre côté. Donc, je vais y réfléchir. Voilà.